Bonsoir à tous, merci d'être venus et merci d'avoir un peu patienté. On a changé un peu de tactique avec Élise, on a mis le début à 18h30 parce qu'on sait qu'on n'arrive jamais à commencer à l'heure, donc voilà. Et désolé pour ceux qui sont arrivés à l'heure, je sais que c'est injuste. Ceux qui sont arrivés en avance, on parle. Bienvenue, on est super contente de vous accueillir, on est ravis d'accueillir nos trois invités dont on est très fiers. Et je vais laisser Élise présenter notre concept et le lieu aussi. Oui, merci déjà à tous d'être venus. Merci beaucoup à Make It Marseille de nous accueillir. C'est la première fois qu'on organise un événement ici et on est vraiment ravis parce que c'est un très bel endroit et parce qu'on a été très bien accueillis aujourd'hui et depuis notre prise de contact. Voilà. On a pas mal échangé avec Isabelle et Sophie et puis franchement c'était un plaisir rien que d'organiser l'événement, donc je pense que ça va continuer. Mais merci pour tout. Et puis merci à Jérôme qu'on a rencontré en octobre dernier. On a organisé un événement chez Cosens. Cosens qui est un incubateur pour les entrepreneurs, puisqu'on parle notamment d'entrepreneuriat dans nos événements. Et on a été assez séduite par le projet de Jérôme, puisque en fait il récupère du pain invendu dans les boulangeries pour en faire des gâteaux salés aux olives au parmesan qu'il nous propose de déguster ce soir. Donc, et Valentine, que dire d'histoire? Valentine, je l'ai rencontrée il y a à peu près 10 ans et je l'ai re-rencontrée avec un grand R il y a 2 ans quand je suis revenue du Mexique. Et Valentine, en fait, elle a étudié en communication à Paris il y a quelques années. Et puis finalement, elle est devenue coach. Et je ne vais pas trop vous parler de son parcours, mais je vais juste vous dire un petit peu voilà, comment moi je l'aperçois. Valentine, pour moi, c'est devenu une boussole. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer des personnes avec qui vous connectez tellement et qui ont une philosophie qui a tellement de sens à vos yeux, que ça devient une vraie boussole, en fait, dans tous les moments de doute, dans tous les moments de questionnement, parce que même quand on est à sa place et qu'on est passionné par ce qu'on fait, il y a toujours des moments de doute, des moments de remise en question, et dans ces moments-là, c'est chouette d'avoir une boussole comme Valentine. Pour moi, Valentine, elle incarne vraiment la bienveillance. C'est une personne qui sait prendre soin des autres parce qu'elle prend soin d'elle avant tout. Et c'est une personne qui a un recul incroyable sur beaucoup de choses. Donc voilà, pour moi, elle est passionnante et vraiment très passionnante. Donc quand je l'ai re-rencontrée, j'ai eu envie de faire quelque chose de ce projet en fait avec elle. Je lui ai proposé d'organiser des conférences parce que je trouvais qu'elle avait un message à faire passer qui pouvait parler à beaucoup de gens. Et elle m'a proposé finalement qu'on le fasse ensemble. Et donc c'est comme ça qu'est née Votre attention s'il vous plaît. On a au début organisé des conférences sur des thèmes qui nous parlaient à toutes les deux et on était seuls dans ces conférences. Donc il y a notamment les personnes de chez Cosens qui ont connu ce format-là de conférences où Valentine et moi on rédigeait la conférence de A à Z. Et puis un jour on s'est dit que ce qu'on aimait par-dessus tout nous, c'est aussi de mettre en lumière des personnes qui nous inspirent. Et c'est pour ça qu'on a décidé de bifurquer vers un format de table ronde. C'est la 3e table ronde qu'on organise ce soir. On en a déjà organisé 2 qui ont été vraiment très chouettes. On était super contentes, on a eu des super invités. Et ce soir, je crois qu'on atteint un bel apogée avec les 3 invités qu'on a. Oh la pression! Franchement, c'est ce que je ressens. Pour nous, c'est une date un peu spéciale, je pense. C'est le début de l'année. Et on a des invités qui ont des projets qui ont vraiment beaucoup de sens pour nous. Valentine va vous en parler puisque c'est elle qui est rentrée en contact avec ces 3 personnes et qui a pris le temps de les convaincre de venir participer. Donc je vais la laisser vous présenter la thématique d'aujourd'hui et puis nos 3 invités. Alors, pour vous présenter la thématique... Déjà, merci beaucoup, Élise, parce que tout est vrai, hein. Ça, je ne peux pas le nier, mais... Bon, voilà, merci beaucoup.
Pourquoi cette thématique? Alors avec Élise, quand on a décidé d'imaginer les thématiques de conférences, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui change tous les mois, puisqu'on en organisait une par mois. Et on a pensé au signe astrologique. Pour nous, voilà, c'est quelque chose qui nous amuse de penser que le ciel a un impact sur nos vies. Et donc voilà, on prend pas ça, enfin c'est pas qu'on ne prend pas au sérieux, on s'inspire et on le trouve, et on trouve que c'est une bonne dynamique. Donc on est en plein dans les énergies du Verseau depuis 2 jours. Je ne sais pas si vous sentez, ça cogne un peu. Le Verseau, c'est vraiment un signe, il est libre, il est fidèle à lui-même, il est très créatif, c'est un signe d'air, donc voilà, c'est pas quelqu'un qu'on peut, comment dire... cloisonner. Ouais, exactement, cloisonner ou influencer, il est libre, il fait comme il a envie, mais c'est vraiment quelqu'un d'altruiste. Et c'est pour ça que j'ai pensé, enfin que nous avons pensé à ces 3 invités. La raison qui a fait qu'on a eu envie de vous inviter ce soir, Manon dans un premier temps, bon Manon c'est ma prof de théâtre, voilà, donc je parle fort parce que sinon je sens qu'elle va me dire volume. J'anticipe. On t'a choisi parce que tu es inspirante à nos yeux et ce que j'aime particulièrement chez toi c'est ta détermination au service des autres. Voilà, tu es une passionnée et ça se sent. Et tu as vraiment envie d'aller chercher le meilleur chez la personne et de lui permettre de se reconnecter à ça et qu'elle puisse l'exploiter. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, on t'a invité. Clément, on ne se connaît pas, Judith non plus, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais on a eu l'occasion d'échanger. Clément, moi ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, notamment pendant notre échange, j'ai aimé ton état d'esprit en lien avec le travail. J'ai senti que tu étais un entrepreneur dans l'âme et qu'il y avait beaucoup de choses qui te plaisaient, et notamment l'humain. Tu l'as mis un peu au centre de ton activité, de ce que j'ai compris, et ça pour nous c'est très important et c'est louable parce que Les Couleurs de Douceur, c'est une entreprise qui évolue de plus en plus et on pourrait être tenté, je pense, parfois d'être influencé ou de perdre un peu ce lien avec l'humain. Et toi, j'ai l'impression que... Et tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Tu m'as dit, j'arrêterai le jour où j'arrêterai de m'amuser. Donc franchement, c'est quand même la classe. Et Judith qui a créé une histoire de Marseille, que j'ai vraiment eu à cœur d'inviter ce soir parce que... Ce que j'ai aimé chez vous, Judith, c'est pareil, vous êtes une passionnée et il y a quelque chose de fiable, voilà, vous savez ce que vous avez envie de mettre en avant, vous connaissez vos valeurs et vous le faites, c'est un peu une main de fer dans un grand velours, c'est comme ça que je vous perçois. Donc j'avais envie de présenter votre projet, que vous connaissez, mais surtout aussi votre personnalité, que j'ai trouvé vraiment très chouette. Voilà, allez, on peut y aller. On va vous poser mutuellement des questions. L'idée, c'est n'hésitez pas à répondre chacun. Si vous voulez rebondir sur ce que l'un et l'autre, voilà, nous on trouve que l'échange c'est chouette. Ce qu'on, je pense, notre curiosité ici, c'est autour de vos projets et aussi vos personnalités. Et n'hésitez pas à nous partager comment vous avez vécu les choses. Il y a des personnes ici qui entreprennent et qui seront très contentes, je pense, d'avoir votre retour. Voilà un peu les projets. La première question, je laisse Élise l'introduire. Et voilà, maintenant que Valentine vous a un petit peu introduit, on va vous proposer de nous présenter un petit peu plus voilà, dans le vif du sujet, dans le concret, votre projet. Donc peut-être tu peux commencer maintenant, si tu veux, à nous présenter ton projet. Oui. Alors, je me présente moi-même d'abord. Vas-y, carte blanche. Ok. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Manon Giraudon-Nicolai. Je suis comédienne, réalisatrice, metteur en scène et aussi professeur de théâtre. Donc je suis le professeur de théâtre de Valentine. De formation, je suis pas du tout comédienne. En fait, je suis juriste. J'ai fait bac plus 7 en droit. Et puis donc j'étais juriste à la chambre de commerce. Après j'étais instructeur du droit au logement. Et pendant le Covid, j'ai décidé de tout plaquer. Mon mec, ma maison, et voilà, donc j'ai tout arrêté pour devenir comédienne et me lancer dans ce que j'avais envie de faire, et bon, ça a plutôt bien réussi. C'était quoi l'autre question ? Et le projet, donc... Ah oui, le projet. Et le projet, c'est de continuer à vivre de ce que j'aime, donc en ce moment j'ai créé un long métrage, parce que donc je réalise plutôt des courts métrages, et le projet ce serait donc de réaliser un long métrage, et puis une série aussi, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme d'autres projets ? Ah voilà, donc là vous avez la photo de mon court-métrage que j'ai réalisé en 48 heures. Il y a un festival international qui se passe aussi à Marseille qui s'appelle le 48 heures Festival. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est passionnant. En fait, il faut réaliser un film en 48 heures. Donc vous arrivez le vendredi soir au cinéma Les Variétés, vous tirez un genre de film au sort. Donc vous avez comédie, road movie, moi je suis tombée sur drame, et vous avez 4 contraintes. Une réplique imposée à mettre dans votre film, un accessoire, donc là c'était une gourde,
un personnage, c'était Emma Persona, et un métier. Là, c'était expert comptable. Il faut écrire dans la nuit du vendredi au samedi, pas dormir évidemment, commencer à tourner le samedi soir, commencer à monter, donc toujours pas dormir. Dans la nuit d'un dimanche, finir le film, et le dimanche à 18h, remettre le film au cinéma Les Variétés. Et donc, je suis très contente parce qu'on a eu le prix du 2e meilleur film. Valentine, qui est ici présente, a participé, vous pouvez voir son nom sur l'affiche, puisqu'elle a été comédienne dans le film également. Puisque je te rejoins, c'est une personne pleine d'énergie et exceptionnelle. Donc, voilà, on a été nominés donc, dans plusieurs catégories. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et l'autre photo, c'est moi sur scène, en train de faire le lapin. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être aussi, pour compléter, nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Parce que bon, alors on a bien compris que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas à ta place dans ton ancien métier et tu as envie d'être comédienne. Mais là, tu n'es pas juste comédienne, tu te lances dans plein de projets, tu es metteuse en scène. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce type de responsabilité, de te lancer, de créer tes projets à toi, plus que d'être juste, c'est déjà très bien, mais d'être comédienne pour d'autres, En fait, mon père m'a toujours dit, tu n'auras pas de patron. Et je pense que c'est ça qui fait que être comédienne c'est bien, mais on est un peu la marionnette quand même, soit du metteur en scène, soit du réalisateur, soit selon si on est au théâtre ou au cinéma. Et c'est vrai que ça me plaît énormément, mais il me manque l'aspect d'entreprendre en fait, de choisir moi-même vers quoi je veux aller, sur quoi je veux tendre et de créer quelque chose jusqu'au bout. Et quand je vais réaliser un film, en fait, il y a quelque chose que j'imagine, c'est dans ma tête, et ce truc d'entreprendre, ça va me permettre de réaliser ce qui est à l'intérieur de ma tête. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. Et de continuer, en fait. Parce qu'une fois que le film est fini, on va en faire un autre, et puis on veut recréer d'autres trucs. Et... Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais j'ai essayé. Je pense que c'est besoin de créativité et de liberté. Oui, tout à fait. Voilà. Exprimer ta créativité et te sentir libre. Tout à fait. Tu serais pas Verseau, toi, par hasard? Pas du tout. Ok, merci Manon. Clément? Bonsoir à tous. Du coup, Clément, je suis. Alors, moi aussi, comme Manon, j'étais juriste. Enfin, je ne suis pas allé jusque-là. Mais j'ai fait un master en droit des affaires. Et après ça, en fait, j'ai erré un petit peu à droite à gauche. Alors, j'ai passé des concours dans le journalisme. J'ai travaillé dans la restauration, donc notamment dans une pizzeria bien connue à Marseille, l'eau à la bouche, c'est vrai? Oui. Et en fait, du coup, ensuite, de fil en aiguille, je suis arrivé à la pâtisserie. Alors, sans diplôme, puisque pour le coup, j'ai ni passé de CAP, ni aucun diplôme. Donc, ça a été vraiment des expériences professionnelles un peu à droite à gauche, en France et à l'étranger. Et ensuite, j'ai décidé de monter ma pâtisserie, Bricoleur de douceur, que j'ai cofondée avec ma compagne. L'idée au début, c'était juste une pâtisserie de quartier. Et puis, de fil en aiguille, très rapidement, on a ouvert une deuxième boutique, puis une troisième, puis une quatrième, et puis bientôt une cinquième. Et en fait, moi, l'envie d'entreprendre, elle est venue de... Alors, ma mère me rappelle quand j'étais plus jeune que je disais toujours que je voulais monter une boîte. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça m'est venu. J'ai pas d'entrepreneur dans mon cercle proche, en tout cas quelques-uns dans la famille, mais pas dans mon cercle proche. Mais ce qui est sûr, ce qui m'a marqué, c'est que en parallèle de mes études, j'ai bossé en banque. Et c'était mon premier job un peu sérieux, on va dire. Et je me souviens que j'ai autant adoré le métier, les relations, le contact, les relations humaines, que j'ai détesté le carcan de la hiérarchie, parce que la banque c'est vraiment le sommet de l'entreprise codifiée avec vraiment une hiérarchie très établie, voilà. Et les heures imposées, les 35 heures, les 39 heures, moi c'était pas fait pour moi. Alors je dis pas que je peux pas avoir de respect de la hiérarchie, mais entreprendre c'était une manière de, alors tout le monde le dit, la première définition qui revient souvent dans l'entreprise, c'est la liberté. Donc oui, c'est vrai. Malgré tout, il y a des contraintes quand même. Mais c'était de pouvoir vraiment naviguer à ma guise. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie d'entreprendre. Je l'ai fait en pâtisserie parce que c'est un métier qui m'a passionné. Mais je pense que j'aurais pu le faire dans plein d'autres domaines.
J'exclus pas d'ailleurs de le faire peut-être un jour dans d'autres domaines. Après la pâtisserie c'est un métier artistique, j'ai toujours été attiré par les métiers artistiques bien qu'étant pas du tout manuel. Mais voilà, je pense que c'était avant tout l'envie de pouvoir faire ce que je voulais, quoi. Ouais, donc aussi, et puis tu disais la liberté, c'est aussi des contraintes dans l'entrepreneuriat, mais comme dit souvent Valentine, la liberté c'est aussi de choisir ses propres contraintes. Ouais, j'allais dire c'est des contraintes choisies. Voilà, donc voilà, c'est effectivement, on ouvre une entreprise, on développe ou pas, voilà, on choisit son degré, on va dire, de contraintes. Du coup, c'est des contraintes qui ont du sens. Je pense que quand tu disais, moi les 35 heures, la hiérarchie, ça me convenait pas, c'est peut-être parce que c'est des contraintes qui n'avaient pas trop de sens pour toi. Pourquoi respecter ses horaires? Pourquoi être obligé d'arriver à telle heure, partir? Alors que dans l'entrepreneuriat, évidemment, tu as des contraintes, mais du coup, elles ont du sens en fait, parce que c'est toi qui les as peut-être fixées, quoi. Complètement. Mais donc, ok, c'est inattendu, je trouve. Moi, j'aurais pas pensé que tu répondes en disant que tu aurais pu entreprendre dans plein de domaines différents, parce que la pâtisserie, c'est tellement un domaine qui demande une vraie compétence. Et puis, quand on voit ce que vous faites, il y a beaucoup de créativité, de passion derrière, mais c'est sympa, c'est inattendu que tu dises, ça aurait pu être finalement dans plein de domaines différents. Donc là, je pense que c'est vraiment une passion pour l'entrepreneuriat en soi. Aujourd'hui, mon métier, il est plus du côté entrepreneurial que du côté pâtissier, parce que techniquement, je produis plus. Alors, je crée, par contre, ça oui, tout ce qui sort aujourd'hui de chez Bricoleur de Douceur, c'est le fruit de mes créations, parfois accompagné, très très souvent tout seul. Par contre, je produis plus, à moins qu'il y ait vraiment... il y a des périodes, bien sûr, on fait les gâteaux des rois, donc c'est une très grosse période où Noël, donc là, j'aide à la production. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la gestion humaine. Le mois de janvier, on passe les entretiens annuels de tous nos salariés, donc c'est 1h30 à 2h d'entretien avec chaque personne, on est 26 aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus le côté entrepreneurial et développement de notre enseigne que le côté pâtisserie. Et à la fois, ça me convient, ça me va très bien. Ok, ça me va très bien. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais rebondir qui est vachement intéressant, parce que tu parlais on est diplômés tous les deux de master en droit finalement, etc. Et tu as parlé de légitimité à un moment donné, ou alors c'est moi qui ai entendu ce mot-là. Dans la liberté en fait qu'il y a d'entreprendre, d'être entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas besoin de diplôme en fait. C'est qu'au final, nous on a des diplômes, et ce dans quoi on entreprend, c'est pas du tout dans notre corde de compétences, on va dire de formation. C'est qu'il n'y a pas besoin de diplôme en fait. On peut y aller, voilà quoi. Oui, j'allais dire, c'est un métier. Là, entreprendre, c'est pas codifié. Tu fais ce que tu veux, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut entreprendre de 1000 manières différentes, dans 1000 secteurs différents, et chacun entreprend à sa manière. À part respecter le droit du travail, on fait ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est ce côté-là. Et parfois il peut y avoir une crainte de dire est-ce que je suis légitime d'entreprendre ça alors que je n'ai pas les diplômes pour. Il n'y a pas de diplôme pour entreprendre. Pour le coup, en pâtisserie, je l'étais pas du tout, donc effectivement. Moi non plus, pour être comédienne, j'ai fait une école d'art dramatique, mais qui ne donne pas de diplôme particulier. Pour réaliser, en fait, je suis allée sur le terrain, j'ai appris avec des copains qui étaient réalisateurs, qui pouvaient venir sur le tournage, machin, j'ai regardé, mais il n'y a pas de diplôme. Enfin oui, il y a quelques écoles, mais bon. Mais 20 000 € l'année pour rien du tout. Enfin bref. Voilà. Il a la valeur aussi que tu lui donnes, je trouve. Tu vois. Tout à fait. Nous, en tout cas, la formation de coaching, évidemment, elle est très. Elle est clivante. Voilà, tout ce qu'on sait autour du coaching. Et je me souviens très bien avoir discuté avec mon formateur. Il n'y avait pas le RNCP. Et donc c'était tout un sujet, et il m'avait dit, et j'avais trouvé ça juste, il m'avait dit, en fait, cette formation et ce certificat, il a la valeur que toi tu lui donnes. Et en fait, ce jour-là, je me suis complètement déchargée de ce que ça représentait aux yeux des autres. Je me suis dit, pour moi, il a énormément de valeur, et je l'ai porté comme ça, on me l'a jamais demandé. Voilà. Donc personne ne veut jamais. En fait, de toute façon, je vous mens depuis le début. Voilà, c'est... Après, vous vous êtes formés aussi tous les deux. Tu t'es fait une école. Je pense que tu as pris des cours de pâtisserie. J'ai rien fait du tout, moi. T'as rien fait. Ce mec est une arnaque. Mais je me le suis souvent dit d'ailleurs. La pâtisserie, il faut quand même des techniques à apprendre. Tu les as appris, même si tu les as appris par toi-même. Voilà, tu les as appris. Ouais. Et en fait, le point commun dans toute profession, c'est qu'il y a une méthodologie de travail à appliquer. Qu'on l'acquiert seul en autodidacte ou qu'on l'apprenne dans une école. Le point commun, c'est quand même de s'être formé. Donc tu t'es formé tout seul, tu t'es formé dans une école, mais vous avez
vous êtes formé. Vous n'êtes pas arrivé dans l'entrepreneuriat en disant demain je vais faire. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les juristes sont contre toi. J'allais dire, moi j'ai déformé mon métier, que ce soit dans le côté approche du métier, création, communication, travail avec l'humain, façon de s'organiser dans le labo. Oui. J'ai vraiment essayé de ne pas reproduire ce qui se fait aujourd'hui. Alors c'était pas volontaire, c'est notre façon de faire. Ça c'est autre chose, là tu parles d'innovation. L'innovation c'est pas tout à fait là. On peut être innovant parce qu'on a des idées, ce qui est votre cas tous les deux, vous êtes créatifs et donc vous l'appliquez dans votre entreprise, mais que vous le vouliez ou non, vous avez fait des études, vous avez une formation de l'esprit. Et ça on ne l'enlèvera pas. Donc, et de cette formation, de toute manière, elle conditionne votre mode de réflexion. Oui. Donc quoi qu'il arrive, de toute manière, même si vous n'avez pas un diplôme, vous avez une façon de penser qui a fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Oui, moi. Oui, je pense que la formation a forcément un impact et je pense que finalement, si on y réfléchit, je pense que c'est aussi une ressource après, même quand on change complètement, c'est une ressource. Oui. Mais là, je pense que ce qui est intéressant par rapport à la thématique, c'est parce qu'on parle de sortir des normes, c'est vrai que parfois on peut se dire, j'ai pas la légitimité, comme tu disais Manon, parce que j'ai pas étudié, j'ai pas fait tel cursus et qu'on pourrait attendre ça de moi pour pouvoir devenir pâtissier ou pour pouvoir devenir comédienne. Moi c'est pareil, j'ai créé une agence de voyage, j'avais jamais étudié le tourisme et j'avais jamais vendu de voyage. Je n'ai jamais voyagé, pas du tout. Par rapport à beaucoup de mes amis, j'avais très peu voyagé. D'ailleurs, à part au Mexique, j'ai pas tant que ça de voyage. Mais, et d'ailleurs, je connaissais très peu le Mexique quand j'ai créé l'agence. Pour être tout à fait sincère. Mais je pense qu'en fait, après, quand on a vraiment envie et qu'on aime ce qu'on fait, après, moi, les premiers clients qu'on a eus, j'étais là, je sais pas trop quels sont les codes dans ce milieu-là. On a fait plein d'erreurs, mais en fait, après, quand on a envie de faire les choses bien, on apprend sur le tas, et puis on se forme se forme d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, ok, première question avec déjà pas mal de choses à dire, mais du coup, Judith, on te laisse présenter aussi, te présenter puis présenter une histoire de Marseille. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc, pour le coup, je suis historienne et j'ai un doctorat d'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai ce débat depuis quelques temps avec... je suis historienne. Quand on dit on est historien en France, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui a ouvert un livre d'histoire et qui se balance historien, puisque ce titre, en fait, qui est celui qu'un chercheur porte, puisqu'un historien, par définition, c'est celui qui écrit l'histoire, donc qui fait des recherches pour écrire l'histoire. Donc finalement, il est homologué par ce titre. Après, il y a des gens qui sont érudits, qui ont de très bons niveaux, et qui produisent des documents d'histoire. Mais pour autant, on ne peut pas dire d'eux que ce sont des chercheurs, ni des historiens. Bon, alors, le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qui se font, donc voilà pourquoi j'ai réagi par rapport à la formation. Et moi, mon doctorat, en l'occurrence, il m'a préparé qu'à une chose, la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une société, j'ai une entreprise que j'ai créée, mais j'étais comme vous, c'était un autre monde pour moi. Pour le coup, moi, je viens d'une famille, en vous entendant parler, c'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai percuté ça, c'est que je viens d'une famille où il n'y a que des entrepreneurs, mais vraiment que ça. Mes deux parents sont profession libérale, tous mes oncles et tantes sont soit profession libérale, soit commerçants, soit dans l'immobilier, soit notaires, enfin bref, que des gens qui sont à leur compte. Et j'ai qu'une tante qui a été enseignante. Voilà, donc c'est vraiment la seule là-dedans. Et finalement, j'ai peut-être été aussi quelque part formatée par ce fait de vivre avec des parents qui étaient leurs propres patrons. Alors pas toujours, puisque comme tout le monde, ma mère par exemple, elle est sage-femme, elle a commencé en maternité traditionnelle avant de se mettre en libéral. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, moi à la base, je m'étais pas du tout destinée à être indépendante, mais alors pas du tout. Moi, mon câblage, c'était doctorat, CNRS, recherche fondamentale. J'étais vraiment loin de vouloir créer quoi que ce soit de mon fait. Et puis, la vie s'est chargée de me changer de route, comme beaucoup de gens. Et en l'occurrence, après ma thèse, j'ai pas eu de poste au CNRS. Donc, j'ai fait 9 ans d'études et puis pour au final me retrouver sans rien, avec la proposition que suivent beaucoup de docteurs, à savoir voguer de CDD en CDD, donc exactement de postdoc en postdoc, puis dans l'espoir d'un jour, avec ces postdocs, de se construire un réseau qui puisse leur permettre finalement d'intégrer un laboratoire de recherche. Et moi, j'ai pas voulu rentrer dans ce système-là. J'avais 28 ans,
parce que j'ai passé ma thèse à 27, donc j'avais 28 ans quand j'ai échoué pour la deuxième fois au CNRS, et je me suis dit, mais 10 ans, donc ça veut dire 38 ans, ça veut dire que pendant 10 ans je vais galérer dans l'espoir sans fondement en fait, d'avoir un poste. Et puis je me suis dit, en fait non, c'est pas ce que j'ai envie de me construire. Et donc je me suis reconvertie. Comme j'avais travaillé dans le milieu associatif, alors travailler non, j'avais été bénévole dans le milieu associatif, dans beaucoup d'associations et différentes étudiantes et culturelles. Et puis j'avais suivi un cursus en communication en parallèle de ma thèse, donc des formations ponctuelles, hein, pas un truc reconnu RMCP. Hein. Donc, mais j'avais eu plusieurs formations en communication scientifique anglaise et française, donc toujours avec ce prisme communication scientifique, donc vraiment très orienté sciences humaines, transmission des savoirs. Ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs quand j'ai monté l'association et puis même dans ma carrière, parce que ça m'a donné des bases. Et puis je me suis orientée, voilà, j'ai trouvé différents postes. Et pendant 10 ans, j'ai enchaîné les CDD. Donc pendant 10 ans, je suis partie à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux, j'avais un CDI, mais je suis partie parce que je trouvais un poste de folie à Paris. J'ai été recrutée par le journal Les Échos pour prendre la direction du pôle santé événementiel. Donc une offre comme ça, même si c'était un CDD, ça ne se refusait pas, parce que à la clé, il y avait un poste qui devait se libérer. Et puis finalement, il y a eu un plan social qui a été engagé, donc j'étais la dernière arrivée, et donc la première partie forcément. Voilà, et donc... Ça t'a fait rire, Valentine? Mais à la base, c'était un CDD de toute manière, donc j'avais quand même anticipé, et puis j'ai rebondi, j'ai enchaîné les CDD, je suis rentrée à Marseille il y a 10 ans, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer dans la com, j'ai continué, et j'étais dans la com santé, si vous préférez, je travaillais avec les grands labos qui ont fait la une de l'actualité il n'y a pas si longtemps. Je faisais de la communication pour ces laboratoires-là. Et donc à Marseille, j'ai continué. J'ai continué dans la com santé, dans des petits labos, dans des petites structures plus confidentielles, mais toujours avec des beaux projets, des choses qui me plaisaient beaucoup. Mais pareil, CDD. Et puis j'en ai eu marre. Et donc en parallèle, j'ai eu beaucoup de périodes de chômage. Et pendant ma période de chômage en 2016, non, pas 2016, justement. Si, c'était 2016. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et puis là, la vie, c'est des rencontres. La vie, c'est aussi des moments où on se donne, on a un flash ou quelque chose. Et là, j'ai une copine qui m'a envoyé une photo ancienne de Marseille sur mon mur Facebook en me disant, Judith, tu sais ce que c'est? Donc je vous rappelle, j'ai fait 9 ans d'études en histoire à Aix-Marseille Université. Et là, elle m'envoie une photo du funiculaire de Notre-Dame de la Garde et je fais... non, en fait, je sais pas. Donc je me suis dit, en fait, je connais très bien l'univers de Marseille au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu de la ville. Voilà, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Je suis ce qu'on appelle une historienne moderniste de définition à la base. Et donc j'ai commencé à lui répondre. Et elle me postait des photos, et donc je faisais des recherches, et puis je lui répondais. Et puis j'avais du temps, je cherchais du travail, de fil en aiguille. Il y a plein de gens qui se sont mis à suivre cette aventure. Et j'avais un réseau qui était assez international, pour le coup aussi, avec des personnes qui se trouvaient en Amérique du Nord, au Moyen-Orient. Et du coup, je voyais qu'elle s'intéressait elle aussi à l'histoire de Marseille, qu'elle likait les posts et tout. Et je me suis dit, et puis il y avait beaucoup de Marseillais, de gens que je ne connaissais pas, qui likaient parce que les posts étaient partagés. Je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Mais moi, j'étais vraiment loin de l'entreprise pour reprendre Je cherchais toujours un autre contrat en CDD. Et finalement, je me dis, c'est bien le virtuel, mais j'aimerais passer au concret. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer les cafés Histoire. Alors pourquoi Café Histoire? Si aujourd'hui vous me suivez sur les réseaux, un café Histoire aujourd'hui c'est 320 personnes. Alors on est loin du truc café Histoire confidentiel qui était le début à la base. Donc juste pour vous donner cette anecdote, quand j'ai commencé à chercher un lieu, et donc pour organiser ce café Histoire dédié à l'histoire de Marseille, j'ai appelé mais je sais pas combien de patrons de bars pour leur proposer, leur dire voilà, moi je viens avec mon concept, ça vous remplit la salle à un horaire où en général il n'y a pas trop de monde, donc en fin de journée. L'idée c'était de proposer un événement auquel moi j'aurais voulu aller et auquel je ne pouvais pas parce que je travaillais. Très clairement, quand on finit le boulot à 19h, la conférence au musée d'histoire c'est 18h, donc c'est pas possible. Et il y avait plein d'événements qui étaient 18h, 17h, donc j'ai dit moi 19h, 19, 20h, on prend cette tranche. Et tous les patrons de bar m'ont dit ça marchera pas, les Marseillais s'intéressent pas à la culture, l'histoire ça plaît pas,
que voilà, oui, venez, mais on n'y croit pas. Vraiment, j'ai eu ça comme retour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur dis 320 personnes. Bref, pour finir, j'ai trouvé un patron de bar qui était la fée verte, c'était Thierry Balestra, qui vient d'une famille d'antiquaires brocanteurs qui sont assez emblématiques à Marseille, qui m'a dit ouais, viens, allez, je t'ouvre mon bar, il n'y a personne, viens. Et on est passé, premier café histoire, on était un peu moins de 40, deuxième 60, troisième 80, et on a dû partir parce qu'il y avait trop de monde qui demandait, que la salle était trop petite. Voilà comment ça, on est passé par les docks, on est passé par le Café de la République, on a créé l'association Une Histoire de Marseille, et aujourd'hui donc on est au cinéma Le Prado, et donc il y a 320 personnes à chaque manifestation. La dernière qui a lieu le 8 février, on a rempli la salle en moins de 15 jours. Voilà. Et vous avez rempli la prochaine aussi, qui a lieu le 15 février. Le 8, la prochaine c'est celle du 8. Ouais. Donc là c'est mon aventure associative, et qui m'a lancée en fait pour, j'en ai eu marre des CDD. Et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. J'avais des clients, en fait, des entreprises qui avaient vu ce que j'avais fait sur Histoire de Marseille, qui venaient me demander. Et moi je disais, non, je travaille pas en mission, non, j'ai pas envie, je cherche un salariat, j'ai pas envie. Et puis finalement, Covid. Et là, je passe un entretien décisif, 4 mois d'entretien, 9 heures, enfin 4 mois de durée d'entretien, des entretiens à rallonge, enfin un truc, et on me dit non. Et là, je me dis, plus jamais ma vie ne dépendra de la vie de quelqu'un. Et voilà comment j'ai lancé ma société. Donc j'ai créé une société de consultante en communication basée sur l'histoire, parce que c'est aujourd'hui mon projet. J'accompagne les projets, notamment culturels et immobiliers, dans la compréhension des sites sur lesquels ils s'implantent et sur leur communication aussi auprès du grand public. Super. C'était un peu long, mais désolée. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est bien, merci. Eh ben merci beaucoup. Pardon, et tu voulais... Super. Ça nous a permis de bien vous connaître et de pouvoir aussi faire le lien avec les prochaines questions auxquelles vous allez nous répondre. Donc notre première question, que Elise vient de poser, Tu es mal positionné. On va pas Je te le dis. recommencer. C'est celle d'après, s'il te plaît, Lucas, merci beaucoup. Donc c'est 3 questions en une. La première que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que la créativité pour vous ? Ensuite, où est-ce que vous puisez votre créativité au quotidien et comment est-ce que vous exprimez cette créativité dans votre projet ? Vous pouvez vraiment pour la réponse faire comme soit répondre à chaque question, soit un mix. Est-ce que vous voulez que je les répète ? Je ne sais pas si vous les voyez. Moi je les vois, c'est Clément qui est un peu dans la merde. Moi j'ai essayé de retenir, puis Manon me les lira, c'est pas grave. Juste un petit parallèle, la raison pour laquelle on a choisi cette question avec Elise en coaching, donc j'ai pas mal de personnes qui viennent avec des problèmes, sinon ils n'auraient pas besoin de nous. Et en fait, si vous voulez, quand on arrive avec un problème, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas où aller, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à y voir un peu plus clair. Nous, le coaching, pour vous, si je devais vous donner une métaphore pour l'expliquer, c'est que vous me demandez l'heure, moi je vois que vous avez une montre, et je ne vais pas vous donner l'heure, je vais faire en sorte que vous vous rendez compte que vous avez une montre. Donc je vais vous aider à prendre conscience que vous avez la réponse. C'est comme ça qu'on favorise l'autonomie. Ça permet en fait de ne pas créer de dépendance et non seulement de trouver des solutions soi-même à son problème, et en plus de créer un cheminement de réflexion qui fait que pour les autres problèmes, vous pourrez les résoudre tout seul. Et pour moi, la créativité, c'est essentiel, mais en fait, c'est pas si simple que ça. La créativité, c'est pas simplement, je sais pas, peut-être imaginer des jolies choses, c'est tout simplement trouver des solutions à vos problèmes. Et c'est essentiel parce que des problèmes, il y en a beaucoup. Et c'est quelque chose qui nécessite un véritable état d'esprit et une construction avec soi-même pour pouvoir aller vers ça. Donc c'était important pour nous parce que c'est ce que vous nous inspirez et j'imagine que dans votre quotidien, résoudre des problèmes, c'est souvent. Donc si vous pouvez partager un peu avec nous, qu'est-ce que c'est pour vous la créativité et où est-ce que vous la puisez ? C'est moi qui commence, c'est ça ? Bah oui, exactement, Okay. j'allais dire. Alors qu'est-ce que la créativité pour moi ? Il me semble que je t'ai répondu par mail. Je disais que ma réponse elle était un peu lambda, hein, c'est partir d'une idée et ensuite avec la force de son imagination, de son imaginaire, réussir à faire quelque chose et arriver à un produit fini. Donc, c'est une définition un peu banale et lambda, mais je ne sais pas trop comment la définir mieux que ça.
c'est mettre en action son imagination, son imaginaire, quoi. Voilà. Alors après, où puisez-vous votre créativité au quotidien? Dans les gens, c'est les autres. Moi, c'est dans l'observation de vous, de la manière dont vous êtes assis, du corps de l'autre, de la manière de se mouvoir, de la manière dont les gens parlent, de la manière dont ils s'expriment. C'est ça, en fait, dans l'analyse de tout, de notre société, donc au niveau micro, au niveau macro. Voilà, je prends toutes ces informations-là et toutes ces informations, elles rentrent dans ma tête et à un moment donné, ça crée des mécanismes qui font que, voilà, il y a quelque chose qui ressort. Donc la créativité, c'est vraiment dans l'autre, en fait. C'est l'autre qui nous apprend sur nous-mêmes. Je pense vraiment que seul n'est pas vraiment intéressant. Comment exprimez-vous votre créativité dans votre projet? Bon, ça c'est facile pour une comédienne. Hein. Dans mon projet, bon, je fais le lapin, je fais le chien, je fais plein de choses comme ça. Donc ça c'est facile. Tu fais très bien le lapin. Je fais pas le lapin. Tu m'as pas vu jouer cette pièce, cette scène-là. Peut-être répondez, après je vais rebondir sur vous. Est-ce que tu veux... Tu veux qu'on... Okay. Non, moi... Je relais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. La créativité, vraiment, c'est aussi l'observation. C'est regarder le monde qui nous entoure et s'en inspirer pour avoir des idées nouvelles. Alors, moi, j'ai 2 activités qui sont, on va dire, parallèles. C'est-à-dire que j'ai une activité de bénévolat dans l'association Une Histoire de Marseille, donc les cafés histoires, les posts sur les réseaux, où en fait j'ai des bénévoles avec qui je bosse, donc qui sont source d'inspiration, puisqu'on se réunit, on discute des projets. Donc la créativité chez nous, elle est collective dans cette association. On est une dizaine de personnes qui finalement offront du temps parce que on a envie de le faire, et puis si on n'avait plus envie, on n'offrirait plus de notre temps. En fait, c'est la base du bénévolat. Et donc du coup, quand on se réunit, on brainstorm, et puis souvent les filles, attendez, parce qu'il y a aussi un garçon, les bénévoles, on va dire, me disent mais peut-être on devrait faire comme ça, et donc en fait c'est ce brainstorming qui est une source en fait de créativité pour l'association. Pour mon activité professionnelle, pour le coup, je pense que déjà le nerf de la guerre, c'est l'écoute, c'est-à-dire écouter les besoins de mes clients, savoir ce qu'ils ont envie, et après imaginer des solutions en fonction de ce qui est possible, mais aussi de ce qu'on entend, et puis créer aussi des choses nouvelles, puisque je tape dans ma fibre chercheuse, c'est-à-dire que avant tout, et ce qui est paradoxal pour une historienne, c'est que j'adore l'innovation. J'adore la création, tout ce qui est nouveau, tout ce qui fait aller de l'avant. Et c'est là où certainement ça va rejoindre aussi ta passion à toi, la création. Du coup, parce qu'en plus j'ai écrit des bouquins, donc quand on écrit des bouquins, il faut vraiment être inventif pour justement offrir quelque chose de nouveau qui change la donne. Et voilà, ça me permet de rebondir sur... je pense que pour vraiment explorer sa créativité, il faut combattre toutes les peurs et les craintes. Parce que c'est ça le pire en fait. On a peur d'être différent, on a peur d'être hors norme, donc on veut faire bien. Et donc il y a cette phrase de Maya Angelou. Voilà, j'ai fait mes devoirs. Tu peux la placer. Je peux la placer. Donc il y a cette phrase de Maya Angelou qui est une poétesse et romancière américaine qui a beaucoup écrit pendant la ségrégation raciale. Elle dit... Peut-être que je vais prendre mon téléphone. Parce que je l'ai écrit. Pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi. Excusez-moi. Si vous essayez toujours d'être normal, vous ne saurez jamais à quel point vous pouvez être exceptionnel. Et je trouve que c'est très vrai. Et donc pour explorer sa créativité, il faut aller au-delà du regard des autres, de la peur de faire mal, de la crainte, de toutes ces craintes-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ça valait le coup. Moi, si je dois définir la créativité, je dirais pas que j'ai une définition. Alors j'en ai une qui est propre à moi-même. Je sais pas si. Pour moi, la créativité, c'est l'expression de sa singularité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un métier, alors nous particulièrement, où on voit beaucoup de choses. C'est très instagrammable. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et on définit tout le temps les pâtissiers comme étant des gens très créatifs. C'est drôle, mais c'est assez paradoxal. Aujourd'hui.
dès qu'on voit quelque chose de, on va dire de nouveau, pour les gens, c'est créatif. Et moi, on fait un truc tous les week-ends dans notre pâtisserie. On crée ce qu'on appelle la surprise du week-end. Et donc, j'ai des pâtissiers qui s'essaient à faire un gâteau pour le week-end. Et je les pousse en fait à exprimer leur singularité à travers la création, le gâteau qu'ils vont faire. Et pas à vouloir, alors je sais pas si je vais me faire comprendre, mais être absolument innovant ou dans la tendance. Ou voilà. Donc, en fait, je te rejoins. Enfin, je sais pas. C'est vrai que ça m'a fait réagir ce que tu as dit, c'est que moi je distingue la créativité et l'innovation. Et dans notre métier, il y a des gens qui sont très innovants, mais on peut être très créatif en faisant quelque chose qu'on a déjà vu, quoi. C'est-à-dire que si ta singularité c'est faire que des pâtisseries très très classiques, eh ben, ça peut être quand même très créatif parce que chacun va y apporter sa touche, sa façon de faire. Pareil, alors, et en plus dans la pâtisserie, on limite la créativité à ce qu'on voit, au visuel et à la pâtisserie, quoi, à l'objet. Mais en fait, la créativité dans notre métier, elle est partout. Elle est dans le management de l'humain, dans la gestion, dans la manière d'organiser un laboratoire, dans la manière d'organiser l'entreprise. Elle va être dans la manière de communiquer, bien sûr. Donc il y a X moyens d'être créatif, mais avant tout, à mon sens, être créatif, c'est vraiment être singulier. C'est que chacun puisse exprimer sa singularité. Je trouve ça chouette que tu l'abordes sous cet angle-là, la question. En disant, pour toi, qu'est-ce que ça n'est pas finalement? La créativité, c'est pas de tomber dans le piège de faire quelque chose absolument innovant, original, instagrammable, mais du coup qui s'éloigne peut-être de ce qu'on est vraiment. Exactement. Et je pense que, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En fait, je pense qu'à partir du moment où on exprime sa singularité, donc on fait quelque chose qui nous ressemble, qu'on est à notre place en fait, on revient toujours à ça. Et en fait ça devient, on transmet quelque chose, donc ça va être touchant. En fait pour moi du coup la créativité c'est le fait aussi d'être capable de toucher en étant soi-même en fait, en étant authentique en fait finalement c'est la singularité, l'authenticité. Après Manon l'a bien dit aussi, quoi, il faut pas avoir peur d'être différent et d'être soi-même, quoi. Voilà. Effectivement aujourd'hui on a tendance à mélanger un peu le côté créatif et le côté forcément innovant, forcément dans la tendance, voilà. Ça, mais je trouve ça intéressant comme point de vue. Et après j'avais envie de te poser la question Manon, parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais aussi. C'est évidemment complètement d'accord aussi avec ce que tu dis. Pour être créatif, il faut dépasser ses peurs. Et la question du coup, c'est comment toi tu fais pour dépasser tes peurs? J'aurais envie de te poser cette Alors, question. 5 ans de psychanalyse, d'abord. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, non, je pense. Parce que c'est pas si facile que ça de dépasser ses peurs, tu vois. Donc, juste dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui t'a aidé? J'ai peur que ce soit pas très intéressant, mais c'est un travail sur soi en fait, c'est réussir à accepter qui on est et puis à se détacher du regard de l'autre. Le théâtre évidemment, je ne vais pas vanter les mérites du théâtre, mais si un petit peu quand même. Le théâtre ça permet ça permet voilà, de se sentir à l'aise, de se sentir, je sais pas... J'ai écrit une phrase, j'étais très fière quand je t'ai écrit dans mon mail. C'était, ça me permet, c'est quoi? Ça me permet d'être au bon endroit au bon moment, de se sentir toujours au bon endroit au bon moment. C'est ça en fait. Voilà, pour comment dépasser ses craintes. Je pense que c'est un travail intérieur, personnel qu'il faut faire. Qu'il n'y a personne vraiment qui peut vous aider. Il n'y a pas un code à suivre, un lire. Alors vous pouvez faire du développement personnel, etc. Mais je pense qu'il faut s'écouter soi. Et essayer de se faire confiance. Vraiment. Je pense qu'il faut se faire confiance et que, comme tu disais, les clés, elles sont à l'intérieur de nous. On est trop stressé dans notre société, on est trop stressé, on a trop peur, il faut faire bien, il faut faire comme si, machin, administratif, tout ça. En fait, moi je sais que j'ai dépassé mes craintes grâce à ma psychiatre, quoi. Voilà la conclusion. Non, c'est pas vrai. Non, mais comment? Le nom de la psychiatre. Non, mais voilà, c'est un travail sur soi et se dire bon allez, j'y vais, j'ai confiance en moi. Il faut avoir confiance en soi, quoi. On n'est pas plus con qu'un autre et puis on y va. Ouais, alors juste une mini chose, parce que en fait juste tu disais que ça allait pas être intéressant, mais moi je trouve ça super intéressant et juste moi ce que je retiens de ce que tu dis c'est se faire confiance et se dire aussi que ça
il n'y a pas de méthodologie vraiment pour se connaître et que ça peut prendre du temps et c'est ok. Exactement. En fait, on va peut-être pas avoir les réponses Mais tout de c'est suite. ça prend mais du ça temps, prend du c'est temps. long, c'est un chemin. Alors il faut parfois on est là, la- on gravit un petit peu et puis on retombe, on se dit c'est pas possible, jamais j'y arriverai, etc. Et en fait c'est un chemin, au fur et à mesure on est dans un brouillard et puis ça s'écarte et puis d'un coup, c'est là, ça va. Et puis c'est long. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez créer à n'importe quel moment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous pouvez ou pas le faire? Moi, je peux répondre oui à n'importe quel moment. Oui, en à fait, n'importe c'est quel les moment. idées, elles Toi aussi, fusent. non? Pas du tout. C'est pas vrai. Ah non. Je veux dire, toi tu peux te faire un gâteau à Non, 2 heures du matin. non, moi Pas c'est du tout. catastrophique, non, pas du C'est tout. pas vrai. Ouais, et- Ah ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois posé et Je que suis tu... fatiguée et Et- triste, je peux pas... Et Ah non, ouais. mais justement, c'était la question Oui. plus haute créativité. Oui, non, faut pas que je cherche encore la méthode en fait. J'aimerais bien la trouver. Bah, la psychanalyse. Et l'alcool. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Parce que Je rigole. puisez-vous votre créativité au quotidien, c'est une bonne question. Je prends l'exemple de ma journée d'aujourd'hui. Il fallait que je crée une nouvelle carte et de 9h ce matin à avant de venir, je n'ai strictement rien fait. Et parce qu'en fait, ça marchait pas. J'y arrive pas. Mais peut-être que tu vas la sortir ce soir en Et rentrant, après peut-être, manger, mais tu vois. en fait, moi dans mon cas, la créativité quand elle est imposée par une deadline, Oui. c'est un moment de souffrance. Ah. Et c'est quand même beaucoup le cas dans mon métier où il faut on a aujourd'hui, enfin voilà, sortir des cartes, créer des nouveaux gâteaux, solliciter pour X choses. C'est très compliqué, donc j'ai pas de méthode et j'allais dire où puisez-vous au quotidien, je la puise pas au quotidien parce qu'il y a des jours où vraiment ça marche pas. La page blanche. Ouais, la page blanche. Ça peut très bien marcher assis à un bureau, mais ça peut très bien marcher alors que je suis en train de faire une activité qui n'a rien à voir avec mon métier et qui est censée me permettre de décompresser, mais qui en fait me ramène à une idée sur telle ou telle chose, ou telle manière d'organiser la production. Mais par contre, je ne l'appuie pas au quotidien, quoi. C'est compliqué. Tu la laisses venir sans forcément. Mais des fois, elle vient pas. Non, mais c'est- Tu fais quoi du coup non, mais du coup, nous je m'adapte en permanence, quoi. Voilà, on est quand même. Enfin, nous chez Bricoleurs de Douceur, on change énormément de choses en permanence. C'est-à-dire les gâteaux, les façons, enfin, mais tout en fait, la manière de s'organiser, la manière de communiquer, on change beaucoup, et donc ça nécessite de beaucoup créer, si je puis dire. Et quand ça marche pas, on reporte, on brode, on bricole, voilà. Mais c'est vraiment. J'ai pas la formule, donc si la psychiatre a la formule, Alors moi, tu vois, c'est l'inverse, c'est au contraire, c'est l'urgence qui va, je pense, décupler ma créativité. D'accord. Notamment, par exemple, le film que j'ai fait en 48 heures, c'est le fait d'être dans l'urgence, de dire, bon allez, là j'ai 48 heures pour faire un truc, c'est ça qui va décupler ma créativité. Et par contre, si tu me dis, dans 4 mois, il faut faire un truc, bon, on verra la veille ou l'avant-veille. Voilà. Je pense que chacun est différent et c'est ça aussi la créativité. Enfin, il n'y a pas toujours pareil, il n'y a pas de code, il n'y a pas de. Chacun est différent, chacun a son histoire, chacun a son vécu, donc a sa créativité à explorer d'une manière différente. Donc, Et si vous cherchez à créer quelque chose, enfin une entreprise ou un projet avec un binôme complémentaire, c'est vraiment l'idéal pour ça parce que ça va permettre en fait d'être toujours un peu sur un rythme. Nous, on sera décalés dans le binôme, mais en fait, finalement, Il y a une personne qui prend le relais, quoi. C'est vrai que, il faut se passer, c'est marrant parce que souvent les planètes s'alignent en fait. Quand il y en a une qui est en place de créativité, l'autre. Mais du coup, toi, Clément, tu as un associé, donc. Alors moi j'en ai 2 techniquement. J'ai ma compagne qui est mon associée et cofondatrice, et après j'ai un associé on va dire extérieur qui est un ami d'enfance et qui lui est expert comptable. Donc il n'y a pas du tout le profil pâtisserie, qui d'ailleurs ne se mêle pas du tout de ce qui se passe côté pâtisserie. Alors j'insiste sur le fait que c'est pas un investisseur, c'est un associé, c'est-à-dire qu'on a vraiment été ensemble depuis le début, et lui c'est vrai qu'il est venu nous apporter plutôt le côté relation avec les banques, trouver les locaux, parce que c'est un vrai temps de recherche. Mais on cloisonne vraiment nos parties. Donc lui, il a ce côté-là. Ma compagne, c'est vraiment le côté gestion administrative, tout ce qui est back-office, site internet, gestion salariale. Et moi, ça a été tout le côté pâtisserie. Pendant longtemps, ça a été aussi toute la communication tout seul.
Aujourd'hui, on délègue un petit peu. Mais du coup, on est complémentaires dans nos tâches et dans la façon de gérer l'entreprise. Par contre, j'ai personne qui prend le relais. Ça, c'est vrai que... Alors, c'est ce que je cherche aujourd'hui dans l'entreprise qui commence à se développer. Là, j'ai pris un de mes pâtissiers qui est avec moi depuis un moment et qui a vraiment une sensibilité pour ça, en lui disant, voilà, on fait pendant 1 an, tu vas être adjoint recherche et développement. Alors ça veut tout et rien dire, parce que recherche et développement, c'est faire des nouveaux gâteaux, résoudre les problèmes de production. Enfin voilà, il y a X choses et il va m'accompagner sur ça. Ça va marcher ou pas, parce que le problème c'est que il faut qu'il rentre dans ma tête, il faut qu'il soit... alors je veux pas qu'il soit à mon image, je veux qu'il apporte de nouvelles idées, mais il faut que ça colle à l'image de l'entreprise. Et puis il faut que moi déjà je sois prêt à céder une partie de ce que je fais aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, mais on va faire un essai. Et puis encore une fois, ça prend du temps et c'est bien Ouais. aussi, quoi. Ça fait partie du... Et toi, Judith, tu disais que tu pouvais créer. Mais en fait, moi, les idées, elles fusent, mais après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il y a des moments où on n'a aucune idée, on est plat, on n'a pas envie souvent, c'est quand on a un enjeu, effectivement, et que là, on se dit, bon, voilà. Après, dans la com, j'ai beaucoup travaillé, moi, sous pression, en fait, aussi, avec des enjeux de stress, ne serait-ce qu'un truc tout basique. On crée un événement pour 400 personnes. On est à Paris, on est en plein mois de juillet, mois d'août, et on se dit il faut trouver un plan B parce que Paris il pleut peut-être l'été. Donc du coup, ça c'est un stress supplémentaire à se trouver qu'en fait on doit faire un double job. Donc il faut trouver l'idée et avancer en l'occurrence. Et oui, par rapport au fait, il y a des idées, moi des fois je suis sur mon tapis de course et puis d'un coup je pense ah ouais mais il y a ça que je pourrais développer. Et alors que c'est hors contexte, je suis en train de faire une activité sportive soi-disant pour me déconnecter. Bon, bah, on repassera. Et puis après, oui, c'est mon environnement, clairement. C'est que je vais me balader, j'ai la chance de pouvoir voyager beaucoup. Donc je vais être dans un pays étranger, je vais voir d'une façon dont ils valorisent leur patrimoine. Et, mais oui, et puis je vais faire des liens avec ce qui existe à Marseille. Exemple, à Naples, il y a une église qui s'appelle le Jésus Nuovo, qui ressemble à la maison Diamantée. Et en fait, du coup, je peux faire des parallèles après dans mes conférences en disant, on a aussi ce type d'architecture qu'on retrouve en Italie, et en l'occurrence à Ferrare aussi, il y a ce type d'architecture. Voilà, donc en fait, la créativité, moi vraiment, je la définirais par rapport à ce que je me nourris de l'environnement qui m'entoure, et puis des échanges qu'on peut avoir avec les autres aussi. Ouais. Voilà, clairement. Vous notez vos idées quand vous en avez fait comment, de manière très pratico-pratique, vous avez une idée, comment vous la gérez l'idée? Je note rien du tout. 150 notes dans mon téléphone. Ouais. Ça, voilà. Team 150 Ouais. notes aussi pour toi, Elise, les études. Alors non, mais tu m'as donné cette tâche d'ailleurs à faire, je me rappelle, de trouver une méthodologie, des nouvelles idées. Une fois, je t'avais dit, ça me stresse parce que j'ai plein d'idées et je n'ai pas le temps de les mettre en place. Et du coup, donc, ma fameuse boussole, Valentine, m'avait dit, mais en fait, il faut juste que tu trouves une méthodologie pour te dire, ok, comment tu fais quand tu as une nouvelle idée pour pas que ça te stresse, parce qu'en fait, moi, la créativité, c'est plus un vecteur de stress qu'autre chose, que je me dis, ah, mais attends, ce serait génial de faire ça, mais là, j'ai pas le temps, quoi. Et du coup, c'est le moment que tu poses cette question, de se dire, ok, comment, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on aime entreprendre et quand on aime son projet, je pense qu'on en a plein des manières de puiser de la créativité, de l'exprimer. Et d'ailleurs, il y a un TED, ça me fait penser à ce que vous disiez, il y a un entrepreneur qui a fait un talk sur le fait que tout son talk, ça parle du fait que lui, ses idées, il les a en prenant sa douche. Elles lui viennent en prenant sa douche. Donc en fait, c'est ces fameux moments de pause où on est censé prendre du temps pour soi. Oui, il y a des idées qui arrivent. Vas-y, maintenant. Non, vas-y, finir, après je te dis. Non, mais juste pour dire, en fait, je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, on a tout le temps plein d'idées. Et puis parfois, c'est trop de créativité tue la créativité, parce qu'on se dit, en fait, là, je sais pas ce que je vais en faire de toutes ces idées. Et donc, c'est intéressant cette question que tu poses qui n'était pas prévue, mais de dire, ok, vous, comment vous faites pour les gérer toutes ces idées avec 150 notes? Est-ce que c'est pas stressant d'avoir 150 notes? Ouais, oui, c'est alors stressant. Stressant, je sais pas, mais en tout cas, moi, dans mon cas aujourd'hui, alors en plus, c'est assez paradoxal, aujourd'hui, ça en devient frustrant parce qu'en 7 ans, on est passé de... Alors nous, quand on s'est lancé, on avait une seule pâtisserie avec ma compagne à la caisse et moi derrière dans le labo en train de faire des gâteaux. Donc quand j'avais une idée, une petite porte une porte coulissante qui séparait le laboratoire de la boutique, j'ouvrais, je disais voilà, demain tel gâteau, ça sera ça et on mettra ça dedans. Et hop, c'était fait comme ça. Aujourd'hui, on a 4 boutiques, un site internet, des commandes en ligne, 25 salariés.
Quand je fais un gâteau, ou quand j'ai une idée, ou quand j'ai un process à mettre en place, des fois il arrive 3 ou 4 mois après. Et du coup, faut accepter la latence de l'entreprise qui a grossi et de l'idée qui peut plus fuser aussi spontanément et qui parfois, même si je suis mon propre patron, on a structuré aussi notre boîte. J'ai une directrice, j'ai une chef de production. J'ai que des femmes d'ailleurs. J'ai une directrice, une chef de production, j'ai une personne à la communication. Des fois, quand j'ai une idée, elle est plus forcément acceptée par tout le monde, donc on la met pas forcément non plus en. Des fois, elle tombe aux oubliettes, quoi. Donc ça, il faut aussi accepter, quoi. C'est l'évolution. Alors tout le monde n'est pas dans ce cas-là, parce que quand on a une entreprise, j'imagine comme vous deux, si on reste seul dans la boîte, on est 100% maître à bord. Mais dans mon cas, c'est plus tout à fait le cas. Mais du coup, tu l'as ta méthodologie, toi, pour le coup, parce qu'en fait, c'est en parlant et puis en prenant le temps de débattre et de rejeter ou de conceptualiser. Donc, à la limite, au moins, il y a peut-être plus un process, donc je trouve que c'est bien, en fait, finalement. Mais vas-y, maintenant, tu voulais aussi... en fait, je voulais rebondir sur... tu disais cet entrepreneur qui a que des bonnes idées quand il prend sa douche. Nietzsche a dit, puisqu'il est mort... Oui, je vous apprends une grande chose, Nietzsche est mort. Il a dit aucune bonne idée n'a été prise si elle n'est pas venue en marchant. Et en fait, pour moi, c'est le cas. J'ai oublié de le dire, mais ça me vient d'un coup. Je marche énormément et c'est vrai qu'en marchant, ça décuple ma créativité. Il y a mon cerveau qui se met en route et je trouve que ça fonctionne vachement. Alors que ce soit aller marcher en colline, à la mer, ou voilà, mais on est très créatif, je pense. Il y a une raison scientifique à ça. En fait, ben voilà, tu vois. Les pensées sont reliées au rythme cardiaque. Donc en courant, on a plus de chances encore d'avoir plus de pensées, en marchant encore. Voilà. D'accord. Vraiment, d'ailleurs, souvent quand on se dit je vais aller courir pour déconnecter un peu, c'est très difficile. En fait, on pense encore plus parce que le cœur bat fort. Donc effectivement, il y a quelque chose avec ça. Ne dormez pas. Ça me fait penser à Eric Copion qui disait qu'il s'ennuyait quand il dormait à la dernière. Oui, j'avais aussi dans le film Mike Allen, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un personnage. Pardon, oui, on passe à la magie des sens. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Ça y est. Ok, bon, on a bien débattu sur la créativité, je pense. Donc maintenant, on connaît vraiment votre vision de la créativité. Alors, vous allez peut-être avoir... je vais vous la lire. Elle fait un peu peur comme ça, mais finalement... Oui, elle est longue, du coup, sur la tête. Genre, c'est bon, on va le dire. Détachez-vous de l'écran. Bon, alors donc dans cette table ronde, on parle de créativité et on parle aussi du fait de notre approche par rapport aux normes. Tout à l'heure, on a commencé à évoquer un petit peu ces fameuses normes quand on a parlé des études et de l'idée que parfois on peut penser que pour être dans la norme, il faut avoir fait telle étude pour entreprendre tel projet ou pour avoir tel métier. Donc là, en fait, cette question, elle porte justement sur ces fameuses normes qui se définissent comme ce qui doit être. La question c'est, est-ce qu'il y a des normes auxquelles vous avez été confrontés dans votre chemin, dans votre chemin de vie jusqu'à présent, et avec lesquelles vous ne vous êtes pas senti aligné? Et si oui, comment vous vous en êtes rendu compte de vous dire en fait là on attend ça de moi, ou il y a telle norme sur mon chemin, je suis pas d'accord, et comment je m'en détache finalement? La page blanche. Du coup, moi, dans notre métier, c'est un métier qui est extrêmement codifié, la pâtisserie. Donc, il y a beaucoup de normes. Donc, déjà, la première, c'est le diplôme. C'est pour entreprendre dans ce métier, il faut un diplôme. Donc, moi, quand j'ai voulu entreprendre, je n'avais pas de diplôme. Donc, ça a été toute une histoire déjà pour pouvoir ouvrir ma pâtisserie. Et ensuite, c'est un métier qui est très codifié. Alors, moins dans les recettes aujourd'hui, c'est-à-dire que on s'autorise à beaucoup de fantaisie, on va dire, sur les recettes de pâtisserie. Par contre, c'est un métier qui est très codifié dans l'approche, la structure de ce que doit être un laboratoire et une entreprise. C'est-à-dire, c'est un métier qui est assez militaire. On emploie un vocabulaire qui est aussi très militaire dans le chef de partie, le chef de production. Donc moi, le premier truc qui m'a pas convenu dans la norme de ce métier, c'est ce côté militaire, hiérarchie, des labos où je suis passé, parce que dans l'expérience que j'ai pu avoir, je suis passé dans des labos où
alors j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns, et puis je suis allé visiter aussi des copains où on parle pas, où le vouvoiement est de mise tout le temps, même après de nombreuses années, auprès de salariés qui sont là depuis longtemps. Et moi, tout ça, c'est un truc qui m'allait pas. Donc c'est vrai que on a tout de suite structuré notre laboratoire et notre entreprise de manière très détendue. Alors déjà, moi, j'ai jamais voulu qu'on m'appelle chef, donc c'est Clément. Alors il y a des jeunes qui comprenaient pas. Ils disaient mais vous êtes chef. Genre, non, moi mon métier c'est pâtissier comme toi, et chef ça veut pas dire grand chose quoi. À part peut-être le chef d'entreprise, mais dans un laboratoire ils sont pas confrontés, en tout cas pas directement. Et donc c'est vrai que nous on s'est affranchis de tous ces codes-là, voilà, ces codes très militaires, la brigade, nous c'est pas une brigade, c'est une équipe, il n'y a pas de vouvoiement dans le laboratoire, on se tutoie, et il n'y a pas ce côté très militaire, il y a un côté familial si on veut, détendu, professionnel pour autant. Alors il y a des gens à qui ça convient pas du tout, moi j'ai des salariés qui sont passés et qui comprenaient pas le fonctionnement, qui ont besoin d'être secoués en permanence, qui ont besoin qu'on leur mette des coups de pied au cul pour avancer. C'est pas notre manière de faire. Donc nous on marche à la confiance, et j'ai eu tout de suite besoin d'enlever ce côté. C'est un métier dans lequel on passe beaucoup de temps au laboratoire. Donc déjà qu'on y passe beaucoup de temps, si en plus l'ambiance est pesante et si en plus faut appeler le chef un chef, et être dans ce côté très rigoureux, on rigole pas, moi ça m'allait pas. Donc comme il faut tout le temps que je sois, et c'est ce que je disais dans mes questions, il faut tout le temps que je sois un peu dans l'amusement, on met de la musique, on blague, on rigole, il n'y a pas de frontière entre le laboratoire, le bureau, la direction. Voilà, j'ai ma directrice, mais ma directrice elle a son bureau qui donne sur le labo, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut discuter. On essaie oui il y a une hiérarchie parce qu'on est beaucoup et qu'au sens même du droit du travail il faut hiérarchiser la société, mais par contre tout le monde est logé à la même enseigne, et on essaie de travailler dans une ambiance la plus détendue possible. Et ça a toujours été clair pour toi que tu t'autorisais justement à briser un peu les codes à ce niveau-là, ou c'est un moment où tu t'es dit qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'autorises justement à pas du tout faire comme on l'a fait dès le départ, et je sais que ça a même parfois choqué des confrères qui venaient au labo me voir et qui étaient étonnés de ne pas entendre, de voir des employés s'adresser à moi d'une manière comme c'était des copains en fait. D'être capable de blaguer, de rigoler, d'être dans qu'il n'y ait pas de distance en fait, une espèce de proximité les gens prennent parfois cette proximité pour un manque de respect, alors que c'est pas du tout un manque de respect, c'est la proximité qu'on a décidé d'installer parce que nous on aime évoluer comme ça, c'est-à-dire que moi je suis très déconneur dans le labo, des fois un peu trop élément perturbateur d'ailleurs, mais parce qu'il faut qu'on rigole, il faut que je m'amuse, il faut que ça vive. Si on est juste là pour bosser, ça m'intéresse pas. Il faut qu'on soit aussi là pour partager, sinon je vois pas trop l'intérêt. J'imagine que ça crée de la loyauté envers l'équipe. C'est à eux qu'il faut le demander. Mais oui, j'ai des gens qui sont là depuis très longtemps. J'ai pas tous les gens qui aujourd'hui sont en des postes de responsabilité chez nous, ils sont là depuis 3-4 ans. On a beaucoup de salariés qui restent longtemps chez nous, et des jeunes en plus. Mais après, c'est eux qui en parleraient mieux que moi. Ok, merci, c'était super intéressant cette réponse Clément. Les filles, est-ce que vous voulez répondre si tu veux, pour la norme, moi vous imaginez bien que avec un doctorat d'histoire dans le monde du travail, j'étais déjà hors norme dès le point de départ. Hein. Donc j'étais pas du tout préparée au monde du travail. C'est-à-dire que quand on est à la fac, on a la tête dans le guidon, on a ses cours, on n'apprend rien. Ni à faire un CV, ni une lettre de motivation. Alors, je sais que maintenant ça a changé et tant mieux, mais à mon époque, pour le coup, j'ai soutenu ma thèse il y a 15 ans, donc ça fait un petit moment. On n'était pas du tout dans la professionnalisation, puisqu'on était destiné à être soit prof, soit chercheur, donc il n'y avait pas de professionnalisation. Et du coup, quand je suis arrivée sur le marché du travail, ça a été déjà compliqué d'en trouver parce que je n'étais pas préparée à ça, donc j'ai eu la chance, et ça il faut le reconnaître, Pôle emploi, je rentrais dans la catégorie incasable, pour le coup de Pôle emploi. J'étais une femme, j'avais moins de 30 ans en région PACA, et j'étais surdiplômée.
Donc pour toutes ces raisons, ils m'ont dit on va vous offrir un coaching. Et j'ai dit bah ok. Et ils m'ont mis en contact avec un cabinet qui m'a coaché pour apprendre à faire mon CV, pour apprendre à faire une lettre de motivation, pour apprendre à communiquer, à me vendre en fait tout simplement en entretien. Et ça a marché. C'est comme ça que j'ai dégoté mon premier job. Et voilà, et après, que vous dire si ce n'est que dans toute mon expérience de salariat, j'ai toujours été hors norme. Au profil de poste que j'ai occupé, au profil de responsabilité, les gens cherchaient avant tout des gens qui sortaient d'école de commerce ou qui avaient fait des études de communication ou d'attaché de presse. Et moi, j'avais rien de tout ça, puisque du coup, j'ai appris énormément sur le tas, en plus de mon expérience finalement, et associative et la formation dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, j'étais hors norme. Et je crois que ce qui m'a aidé dans ma carrière, c'est de tomber sur des recruteurs qui sortaient de la case. Ouais. Moi, j'étais marginale en fait. J'étais hors case. Vraiment. Et aujourd'hui encore, je me considère comme ça, puisque mon métier n'existe pas. Je l'ai créé et je suis la seule aujourd'hui à le faire de la façon dont je le fais. D'où la créativité, pour rebondir tout à l'heure, puisque une historienne qui fait de la com et qui s'en sert pour valoriser des entreprises et des images de marque, voilà. Et c'est un métier nouveau que j'ai créé. Et bref, tout ça pour vous dire que oui, j'ai toujours été hors norme et j'ai eu la chance de tomber sur des gens, des personnes qui m'ont donné ma chance. Et c'est ça aussi dans la vie et l'entrepreneuriat, en l'occurrence pour moi, tu parlais des peurs tout à l'heure, c'est des peurs et aussi une proportion de chance. Des gens qui se mettent sur votre chemin, c'est ce que je parlais. Alors tout à l'heure, j'évoquais ma copine Noémie qui m'a envoyé des cartes postales sur mon mur Facebook. C'est à des moments de la vie où y a des personnes qui, quel que soit votre profil, vont vous donner une étincelle qui va vous permettre d'avancer. Et moi, clairement, c'est mon chemin de vie. Et encore aujourd'hui, voilà, petit à petit, ma créativité, je la nourris comme ça avec les rencontres. Et puis finalement aussi avec des gens qui acceptent de sortir du cadre. Oui. Voilà, parce que c'est sûr que pour quelqu'un qui est trop borné ou qui a une idée des idées préconçues, de toute manière, une personne créative, elle ne pourra pas rentrer dans son schéma. Et de la même façon, moi, je ne pourrais pas rentrer. Je suis un rond, on ne me mettra pas dans un carré. Donc ça marche dans les deux sens, en fait. Et pour être heureux et épanoui, chacun doit trouver son mode de vie qui lui correspond. Tu vois, toi, tu parlais de l'ambiance dans ton labo. Si tu avais une ambiance très hiérarchisée, ça ne t'aurait pas plu. Donc tu as créé une ambiance qui te satisfasse. Et c'est le cas, moi aussi, dans mon métier, j'essaye d'avoir des liens avec mes clients de façon à ce que ça soit des bonnes relations et puis qu'ils acceptent aussi la nouveauté que je peux impulser, même si j'ai un parcours qui est encore une fois atypique dans le monde de la communication. Je rebondis sur ce que tu dis, Judith. Il y a un exercice de l'école de Palo Alto. Donc l'école de Palo Alto, c'est une école de pensée qui se situe à San Francisco. Et particulièrement pour les enfants, ils ont créé un exercice, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut relier des numéros les uns avec les autres et ça crée un dessin. Et il y a un exercice où en fait, il y a des numéros qui sortent de la feuille, qui n'existent pas en fait. Et il y a eu beaucoup d'enfants au début qui disaient mais je ne peux pas le faire en fait, parce que ça ne marche pas. Et en fait, les professeurs les aidaient à comprendre qu'ils pouvaient prendre la feuille qui était à côté, la coller et continuer le numéro. C'était un exercice qui apprenait à sortir du cadre en fait. Et je trouvais ça chouette. Et de voir aussi la réaction des enfants par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui étaient incapables de... Et moi à l'école, j'avais ce souvenir-là. Parfois, je voyais des enfants qui étaient qui osaient complètement sortir du truc, quoi. Et moi qui ai une éducation assez autoritaire, c'était pas possible. Qui nous formatent. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'on est trop formaté. Enfin, moi, pour revenir sur les normes, effectivement, au début, j'ai pas eu d'idée. Puis après, je me suis souvenu que quand même, je mesure 1m83, que j'ai un accent un peu marseillais. Et c'est vrai qu'en tant que comédienne, alors déjà, je mesure 1m83 et à plusieurs reprises, donc quand j'ai voulu me lancer dans le métier, on m'a dit, alors une fois on m'a dit désolé, on a déjà trouvé le personnage principal qui mesure 1m75, donc évidemment vous devez jouer sa femme, donc c'est pas possible, on vous aime beaucoup mais vous êtes trop grande. Après on m'a dit, j'ai passé un casting, c'était pour une pub pour Castorama, je me souviens très bien. Et alors là, la directrice de casting me dit écoutez, c'est très bien, vous êtes 3 en finale, quoi. Le réalisateur va choisir celle qu'il veut, il prendra la plus jolie.
Elle m'a appelé le lendemain matin, elle m'a dit bon bah désolé, c'est pas vous. Ok, donc très bien, voilà. Ensuite, une autre fois, bah, pareil, on m'appelle, mais alors là c'était l'inverse, excusez-moi, mais on cherche quelqu'un qui est plutôt moche et on vous trouve trop jolie pour le truc. Bon, très bien, donc tu rentres jamais dans le truc qu'il faut. Et ensuite, la meilleure expérience, je pense. Comment ? Tant mieux là. Oui, pour ça, ouais, tant mieux. Ah, mais bon. Et ensuite, une autre fois, donc quand j'ai tout quitté, que voilà, j'ai quitté la maison pendant le Covid, etc., je suis allée vivre chez une amie qui était la femme d'un grand acteur français, qui me dit il faut que tu partes vivre à Paris, je te mets en contact avec mon agent, et puis tu vas voir, ça va le faire, etc. Très bien, donc moi, pleine d'ambition, je prends contact avec cet agent, je l'appelle, la conversation dure 1 minute, mais vraiment, pas plus. Hein. Au bout d'1 minute, elle me dit par contre, pour l'accent marseillais, vous comptez faire quelque chose ou Je dis, mais pourquoi, c'est-à-dire? Elle me dit, ben en fait, je vous explique, vous arriverez à rien, quoi. C'est mort. Je dis, ah bon, et tout, mais enfin, pourtant, à Marseille, et tout, hein. Elle me dit, non, si vous voulez travailler dans le cinéma français, elle dit, il faut prendre des cours pour perdre l'accent. Ok, très bien. Donc, je me suis inscrite avec une professeure du conservatoire, coach vocal, pour qu'elle m'apprenne à switcher quand je joue pour pouvoir perdre l'accent. Alors, j'ai travaillé les hauts, jaunes, voilà, tout ça. Pour qu'au final, donc, on m'appelle pour faire Plus belle la vie. J'arrive sur le plateau de Plus belle la vie. Bref. Donc, j'ai quelques jours de tournage pour un rôle sur Plus belle la vie. J'arrive, je tourne ma scène, que des Parisiens. Je joue mon truc, et là, coupé. Il y a l'assistant réalisateur qui arrive, il me dit « Excusez-moi, vous venez d'où ?» Je dis « Ben, du bout de la rue, j'habite à côté, je suis venue à pied. » Il me dit « Ah bon, mais vous avez un accent? Il vient d'où ?» Je dis « Non, mais c'est incroyable quand même. La série, elle dure depuis 17 ans. Vous avez jamais eu un Marseillais avec l'accent. Et aujourd'hui, au bout de 17 ans, vous avez une vraie Marseillaise qui est là et qui parle avec d'ici, quoi. Et je trouve ça incroyable. Bref, voilà, le truc hors norme. Que dire d'autre? Voilà. Et comment on combat ça? Ben, au final... j'ai fait ce qu'il fallait faire, prendre les cours pour essayer de le perdre, etc. Alors oui, quand j'ai pas des castings pour le cinéma, etc., je le perds, mais c'est malheureux et c'est vraiment à contre-cœur que je le perds. Et c'est pour ça aussi que je pense je rebondis sur le fait d'entreprendre, de faire mes projets, au moins je les fais comme je veux. Et quand je mets en scène Cuisine et Dépendance, j'ai un des comédiens qui a un accent marseillais, mais alors lui, c'est Pagnol sur scène, quoi. Et tout le long, il essaie de me faire, il doit dire à un moment donné, de l'eau chaude. Il n'y arrive pas, il dit, oh, c'est l'eau chaude. Et donc, il fait quelque chose qui sonne faux, il me dit toujours, c'est de l'eau chaude. Ça marche pas, on dirait mi-corse, mi-truc. Sois naturel, en fait. Je lui dis, garde-le, voilà, garde-le. Effectivement, c'est hors norme, tu es censé jouer un personnage parisien qui machin, eh ben c'est pas grave, voilà, ce sera le Marseillais, et je préfère que ce soit comme ça et faire avec son côté hors norme, et je trouve que ça donne quelque chose de beaucoup plus authentique et beaucoup plus réaliste que celui qui veut rentrer dans la case et au final être comme tous les Parisiens. J'aimerais juste rebondir sur une chose, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamental. C'est toutes vos expériences aussi et la mienne. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de croire en soi et de se dire que je suis comme ça, d'accepter ce qu'on est, parce que si nous on l'accepte, les autres l'accepteront et on arrivera beaucoup plus à faire passer ce qu'on a envie de faire en s'acceptant. Et moi j'ai un caractère assez fort, c'est le cas de le dire, donc j'ai jamais transigé. Quand on a voulu me forcer à faire des trucs que je voulais pas, non en fait, je fais pas. Je fais pas parce que ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas, ou j'en avais pas envie. Reprendre des études pour faire une école de commerce, j'aurais pu le faire, on me l'a conseillé, d'intégrer un master, c'est encore autre chose, à HEC. Voilà, j'avais pas envie de faire ça, de passer, on m'a dit passe l'ENA, c'est qu'une formalité, il faut que tu travailles et tu y arriveras avec ton niveau, machin. J'avais pas envie, moi j'avais pas envie de me replonger dans les études. Je venais de me taper 9 ans d'études, j'avais pas encore envie de recommencer. Et en fait, je me suis dit, tant pis, oui, il y a des postes qui me seront fermés parce que j'ai pas la case à cocher pour les recruteurs, mais au moins je reste moi. Et aujourd'hui, ce que je vends à mes clients, clairement, c'est une chercheuse, une historienne qui va travailler pour eux avec son expérience de communicante.
Et c'est ça qu'ils viennent chercher. Et finalement, c'est ma force aujourd'hui, Bien et je sûr. pense que c'est la vôtre aussi, c'est de s'être accepté tel qu'on est, et de dire aux autres, ben voilà, on est ça. C'est où tu prends, tu t'en vas. Amen. Amen. Non mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et je dis exactement la même chose pour les comédiens sur le plateau. Si vous voulez que votre personnage fonctionne, il faut y croire et l'emmener jusqu'au bout. Si vous faites une tentative de quelque chose, la tentative échouée, ça fait flop. Vous prenez un personnage, vous l'amenez jusqu'au bout, vous assumez ce que vous faites et les gens aiment ça en fait. Si vous regardez toutes les personnes qui nous inspirent, les personnes les plus inspirantes, c'est toujours des gens qui s'assument jusqu'au bout, même avec leur personnalité qui soit un peu farfelue, un peu machin. Vous regardez les écrivains, les chanteurs qu'on aime, c'est toujours des gens avec des personnalités qui s'assument en fait. Donc certes, il y a des mauvais côtés, mais des bons côtés et ils sortent généralement de la norme et c'est ça qui fait qu'on les aime. Donc explorez votre créativité. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis maintenant et je pense d'un côté comme de l'autre, il y a des personnes qui sont farfelues, qui sont comme tu dis et qui vont se montrer, mais à l'inverse, il y a aussi des personnes qui sont peut-être un peu timides, mais dans leur qui sont authentiques, qui sont eux-mêmes et qui du coup sont tout aussi inspirants. Complètement, et il n'y a pas besoin de chercher à devenir... Voilà, moi j'ai souvent entendu, oui, quand tu es entrepreneur, charismatique, parce que c'est les entrepreneurs charismatiques qui vont transmettre à leur équipe. En fait, c'est pas vrai, moi je peux être d'accord avec ça. Je pense qu'à partir du moment où on est soi-même, on est à sa place, et où on se respecte, on s'assume jusqu'au bout, comme tu le dis, peu importe le trait de personnalité, et ben on devient inspirant et puis on devient charismatique naturellement. Donc ouais, je suis assez d'accord avec ça. Paul Mirabel, c'est un exemple. Oui, tout à fait, exactement. Paul Mirabel, qui est extrêmement timide, qui sort lui des normes, évidemment, il mesure 2 mètres, mais c'est quelqu'un de très timide et qui a réussi dans le stand-up. Et lui, sa prof de théâtre, elle lui a dit, le premier cours de théâtre où il est arrivé, elle a dit, mais laissez tomber, c'est mort pour vous. Et voilà, le mec aujourd'hui, c'est l'un des plus suivis sur les réseaux sociaux. Et voilà. Mais en fait, il a assumé son personnage jusqu'au bout. C'est quelqu'un d'extrêmement timide, qui se déplace pas sur scène, qui est machin, mais voilà, il a choisi son truc, il y va, il est lui. Et ce qui peut aider justement pour aller sur le chemin de la connaissance de soi, c'est que parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas, qu'elles ne savent pas qu'elles ne sont pas elles-mêmes. Donc après, c'est un autre niveau de je porte des masques. Et dans ces moments-là, pour moi, le meilleur moyen, c'est nos ressentis en fait. Si vous sentez qu'il y a une résistance à l'intérieur, quand quelqu'un vous dit quelque chose ou quand vous voulez essayer de faire quelque chose, je sais pas, vous n'êtes pas à l'aise, ça bloque, c'est super important, prenez 2 minutes, posez-vous, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi et qu'est-ce qui fait que là je ressens ça? Déjà, qu'est-ce que je ressens et pourquoi est-ce que je ressens ça? Et ça peut permettre déjà d'avoir un niveau de conscience. En fait, c'est la conscience qui permet déjà d'avancer. Si on n'a pas conscience de ce qui ne va pas, on ne peut pas aller plus loin que ça. À partir du moment où on prend conscience du problème, non seulement déjà on déclenche la motivation pour aller le résoudre, et en plus de ça, on prend de la hauteur, on se met en position méta. Bref, tout ça pour dire que, en fait, ce qui est génial dans cette thématique et dans ce que vous partagez, c'est qu'il n'y a pas seulement les conséquences concrètes de qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qui se passe, c'est en fait, on sent que vous êtes des personnes qui avaient un peu réfléchi quand même, réfléchi sur vous, qui avaient eu un parcours, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, et qui est inspirant. C'est que pour en arriver là et s'assumer, il y a tout un processus en fait de comment je fais pour y aller, parce qu'à un moment donné... Ouais, et je trouve chouette la réponse de Judith aussi. On avait fait d'ailleurs une conférence sur la thématique de l'affirmation de soi, le fait de savoir poser ses limites. Et c'est exactement ce que tu dis, Judith, et je trouve que ça fait vraiment sens de dire en fait, parfois même si ça va nous fermer des portes, on croit que c'est les portes ouvertes qui vont nous rendre heureux, mais parfois c'est pas tant le fait d'avoir des portes qui s'ouvrent qui vont nous épanouir, c'est le fait de se dire ok, là cette porte se ferme parce que moi j'ai posé mes limites, parce que moi je me suis affirmée, parce que moi je suis à ma place. En fait c'est très bien, c'est même peut-être mieux. Et du coup, ça me fait vraiment écho avec la conférence. Ça marche dans le couple, ça marche. J'ai pas osé le parallèle. Ouais, je vais. Notre prochaine question, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Elle rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit, celle d'après. En quoi le fait de sortir des normes vous a aidé à développer votre projet? Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, en fait, l'idée c'est un peu, qu'est-ce qui a fait votre authenticité, votre singularité? Comment ça a permis votre projet de se développer?
Bah moi je rebondis juste sur l'accent, enfin c'est ça, c'est l'histoire. Si j'avais vraiment voulu vivre à Paris, travailler vraiment sur mon accent, essayer d'être voilà, j'aurais pas du tout réussi ce que j'ai réussi à l'heure actuelle, alors que maintenant je tourne, j'ai une tournée nationale en France et je joue en plus avec mon accent, voilà. Au service du projet. Ouais. Ben, moi, je suis l'incarnation du fait que sortir de la norme, on peut en faire quelque chose, puisque ma société, le fondement, c'est que je suis historienne. J'ai toujours voulu être historienne, enfin toujours. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai découvert le métier de chercheuse en histoire, et depuis que j'ai 14 ans, je sais que je vais être chercheuse. Donc, alors bien sûr, il y avait un parcours traditionnel, il n'a pas été le mien, du coup, c'est l'histoire des portes fermées. Le problème, c'est que quand on a fait 9 ans d'études, qu'on vous a dit il faut tenter avant les 30 ans, parce que le deal, c'est ça en fait. À mon époque, c'était pour entrer au CNRS au plus bas poste, il faut avoir moins de 30 ans. Et quand je suis rentrée en thèse, ils ont fait sauter les limites d'âge des chercheurs. Et donc du coup, il y a des chercheurs de tout âge qui pouvaient être recrutés. Donc, porte fermée, concours qui ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai envie de faire de l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu capitaliser sur ma méthodologie. Pour le coup, c'est ce que je disais au tout départ. J'ai une formation qui m'a donné une méthode de travail, qui m'a appris la rigueur, parce qu'à la base, je n'étais pas du tout quelqu'un de rigoureux. Mais en étant chercheur, on est obligé d'être rigoureux. Et maintenant, je suis ultra rigoureuse, ce qui est assez paradoxal quand on m'a connue petite. Mais comme quoi on évolue et on change, même si à la base c'est pas dans sa nature. Là pour le coup j'ai appris une méthode de travail, j'ai appris à me canaliser finalement. Et sortir de la norme aujourd'hui c'est ce qui fait ma force, puisque c'est ça qu'on vient chercher chez moi, justement une offre que personne d'autre ne propose. Et pour cause des chercheurs qui travaillent à leur compte, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, parce que depuis que j'ai lancé sur les réseaux sociaux que j'explique ce que je fais, j'ai beaucoup de chercheurs qui disent moi aussi je fais ça, mais dans tel cadre ou dans tel. Chacun en fait a sa petite spécificité. Et donc ça fait aussi un plus d'être différent. La différence c'est ce qui crée la rareté, et la rareté l'envie, et l'envie le besoin. Super, merci. Et nous, dans notre cas, je pense que ça a été, dès le départ, déjà le choix du nom. On a choisi de pas mettre, pas mettre mon nom sur l'enseigne, mais de faire, alors c'est un nom qui faisait écho bricoleur douceur. À la base, c'est un nom qui fait écho au fait que on vient pas du métier, qu'on n'a pas de diplôme, et qu'au début c'était vraiment la débrouille, vraiment la bricole. Et très vite après, on s'est distingué. Je dirais aujourd'hui. Il y a énormément de bonnes pâtisseries, parce que c'est devenu c'est un métier qui est en plein boom, donc on en trouve beaucoup plus qu'avant à Marseille, et beaucoup dans la France entière. Et aujourd'hui, nous, je dirais, ce qui nous démarque un petit peu du reste, c'est déjà ce nom qui est assez accrocheur, les gens nous le disent souvent, ça les interpelle, et dès le départ, on a eu une manière de communiquer un petit peu différente. Alors déjà de présenter nos gâteaux d'une manière un peu côté autodérision, puisqu'on fait des jeux de mots avec des jeux de mots, des blagues avec les noms de nos gâteaux. Et aujourd'hui, les clients qui n'ont pas encore goûté, c'est ce qui revient souvent, c'est mais vous avez une com un peu décalée, vous mettez en scène d'une manière un peu décalée, puis vos noms ils sont rigolos, bricoleur douceur c'est sympathique, on a envie de venir. Donc c'est vrai que, et pareil, cette volonté d'avoir des noms un peu décalés, loufoques, parfois un peu provoques. Déjà moi c'est un peu je suis un peu comme ça dans mon moi intérieur, même si ça se voit pas beaucoup, mais voilà, j'aime bien ce côté-là. Et c'était aussi une volonté de se démarquer du côté en pâtisserie, vous retrouvez tout le temps l'intense, le subtil, les noms des gâteaux, c'est très redondant, c'est toujours très sérieux, très cadré, et nous on avait envie de s'amuser un petit peu avec ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui sert notre projet, puisque vraiment nos clients ils sont très attachés, et les gens qui n'ont pas encore goûté souvent nous disent on a eu envie de venir parce que ça nous a fait rire. Ton régime. Ouais, voilà, donc c'est Est-ce que tu peux partager pour les personnes qui connaissent pas trop 2-3 noms justement donc ces derniers temps effectivement il y a le NTR, donc le Nique ton régime, on en a fait beaucoup. Parfois c'est des
On a fait le Choc Norris, donc, qui est un gâteau au chocolat. Donc Choc Norris qui est un gâteau qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Après, des fois, c'est vraiment des trucs débiles, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu hier, pour le nouveau gâteau au chocolat, que chocolat, ça s'écrit choco-là. Et donc le nouveau, ça va s'appeler choco-pala. C'est con, mais on n'avait jamais fait la blague, quoi. Donc voilà, aujourd'hui en plus on brainstorm et on y va à plusieurs et chacun a une idée. Donc on fait des bûches de Noël chaque année avec un petit jeu de mots donc on prend bûche et on fait un jeu de mots. Donc on a fait bûche Willis, bûche Springsteen. Voilà, droite aux bûches pour avoir un petit truc, un clin d'œil à l'OM. Enfin voilà, donc on s'amuse pas mal. Il y en avait un trop drôle que vous avez sorti, mais c'était à connotation sexuelle. Ouais, on en a fait quelques-uns. Le god quelque chose. C'est possible. J'en ai eu trop, je sais plus. Mais on en a eu, ouais. Et ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'en fait, en faisant ça, on autorise les autres aussi à être eux-mêmes. Donc ça a un impact super positif. De plus en plus, on voit de toute façon que ce soit par la parole ou la créativité, ça se développe de plus en plus. Donc chacun peut s'éclater, et notamment dans des métiers comme juriste, avocat ou autre. On sent que maintenant, il y a presque être décalé, c'est devenu un peu indispensable pour se faire remarquer. C'est l'évolution de la société. Alors, je ne vais pas reprendre ma casquette d'historienne, mais c'est aussi la vie comme elle va aussi. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de société d'acceptation. Peut-être qu'il y a 30 ans, on n'aurait pas pu, même c'est sûr, hein, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ne serait-ce qu'on est des femmes. Enfin voilà, moi, quand sur mon groupe, les gens disent oui, c'était mieux avant. Non, pour les femmes, c'était pas mieux avant, hein, donc clairement. Et encore aujourd'hui, où l'actualité le remonte avec le mouvement anti-féministe, justement, qui prône le retour de la femme à la maison. Et en fait, je me dis, mais non, en fait, on a cette chance de vivre dans une société qui accepte la différence, alors profitons-en. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Juliette. Il nous reste deux petites questions. Alors, notre une question qu'on adore, préférée. voilà. Bon, Manon ne le lit pas, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que vous appréciez le plus qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer dans votre quotidien d'entrepreneur? Allez, on se lâche, Élise. Moi, c'est que c'est jamais la même journée. Donc, il y en a des très bonnes, il y en a des très mauvaises. Il y a des journées avec d'immenses satisfactions, il y a des journées avec des grosses déceptions et 1 milliard de problèmes à gérer. Mais par contre, ce que j'ai appris à aimer, c'est que on vit pour de bon vraiment jamais la même journée. Et aujourd'hui, il n'y a pas un il n'y a pas un aspect de mon métier que j'aime pas. C'est-à-dire que j'aime faire des gâteaux, j'aime les créer, j'aime discuter avec mes salariés, j'aime résoudre leurs problèmes, j'aime écouter leurs problèmes, j'aime me retrouver confronté à des situations compliquées avec, je sais pas, on peut être sous-staffé, on peut avoir une galère financière, mais ça fait partie du package de l'entrepreneur et ça fait aussi partie de la découverte de nouvelles situations qui font que tes journées sont pas routinières. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît aujourd'hui dans le métier. Ok, top. Moi, il y a plusieurs choses, 3, je pense. Le challenge, le fait d'être tout le temps challengé, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans mon métier. La deuxième des choses, c'est les retours. Les retours que les personnes me font sur mon travail. Quand j'arrive et qu'on me dit, alors Madame Aziza, quand j'étais petit, je détestais l'histoire, mais alors avec vous, j'aime ça. J'adore ce genre de retour où quand on m'interpelle au supermarché, j'ai vu votre conférence, continuez, j'aime bien ce que vous faites. J'adore, c'est hyper gratifiant. Et donc du coup, c'est mes retours en fait, les retours de mes clients. Quand on a ce que j'ai fait leur a apporté un plus dans leur dossier et qui me disent que mon travail a été bénéfique. En fait, le fait d'avoir quelque chose qui a rempli une mission et qui a réussi à faire avancer les choses, voilà. Et enfin, la dernière des choses qui est super gratifiante dans mon travail, c'est de découvrir quelque chose. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de chercher. Donc quand je cherche un truc, je ne le trouve pas pendant des jours, je peux chercher aux archives, dépouiller, sortir des dossiers, et puis d'un coup, au hasard d'un dossier, ça va sortir. Donc ça, c'est hyper stimulant. Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est pas la même chose pour moi, c'est-à-dire que toi tu dis c'est le retour de tes clients, mais moi c'est le retour des spectateurs. C'est de dire voilà, les gens ont payé leur place et donc ils doivent
t'as la mission quand même de les satisfaire, quoi, qu'à la fin ils soient contents d'avoir payé 20 € pour venir voir un spectacle, et à leur retour, c'est ça qui est hyper gratifiant. Et tu refaisais ton client qui dit j'aimais pas l'histoire. Moi, ça me fait penser à mon beau-frère qui, quand il est venu me voir pour la première fois, il m'a dit écoute, je détestais le théâtre, j'étais jamais allé, les maçons ils parlent vraiment comme ça, et ben je t'ai vu sur scène, maintenant j'adore le théâtre, j'ai envie d'y retourner. Et ça pour moi c'est pépite, quoi. C'est voilà, on a réussi à faire aimer quelque chose, une activité culturelle à des personnes qui pensaient que c'était pas dans leur truc. Ça c'est génial. Et juste moi, pour répondre à la question, ce qui me plaît le plus, ben voilà, aussi que les journées sont toutes différentes, et aussi que je me sens toujours, c'était ça la phrase, je me sens toujours au bon endroit au bon moment. Voilà. Très bien. Et toi, Elise, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Moi, j'ai pas préparé. T'inquiète, toi, Non, je pense qu'en ce moment, je répondrais peut-être comme Manon. En ce moment, je pense que je me sens un peu vraiment, même beaucoup. Souvent au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et quand tu arrives à ça, c'est quand même vraiment cool. Enfin, que demander de plus finalement. Donc ouais, la sensation d'être, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on choisit ses contraintes, on choisit ce qu'on fait, et du coup on se sent à sa place. Et en fait, j'ai envie de dire qu'après on accepte tout. Tu disais, j'aime écouter les problèmes, c'est quand même fou de dire ça. Et en fait, je comprends ce que tu dis. Parce qu'en fait, moi j'ai des confrères, l'humain c'est toi qui as choisi tes emplois, ceux qui as choisi, Ouais. c'est toi qui as envie de les amener avec toi. Et du coup, en fait, c'est un cadeau quand ils te parlent de leurs problèmes. Donc je trouve, quand on est à sa place, finalement, en fait, tout est finalement presque agréable, quoi, parce qu'en fait, on est à sa place, je pense. Ouais, là c'est notre mois de janvier, c'est notre mois des entretiens annuels, donc 26 salariés fois 1h30 ou 2 heures de discussion sur lesquels on fait un brief de leur année, mais aussi avant tout un moment d'écoute. Moi je me régale, et je me régale à me dire voilà, on avait prévu ça pour telle personne, finalement elle n'a pas accepté le poste, on va faire ci, on va devoir résoudre. En fait la résolution de problèmes, ça c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'en discutant avec des confrères, l'humain est souvent un problème, parce que moi la plupart de mes confrères ne développent pas leur entreprise. Alors je vais dire de mes confrères, mais c'est pas vrai, la plupart des entrepreneurs autour de moi qui ont des petites structures ne développent pas leur entreprise par peur de ça, par peur d'être confrontés à l'humain, aux problèmes, à cette gestion-là. Et je peux comprendre, mais voilà, dans mon cas, je trouve ça super intéressant. Ouais. Et je pense que si plus de personnes, donc plus d'entrepreneurs, l'abordent du côté je suis confronté à une situation nouvelle qui va me faire moi aussi évoluer, du coup je pense que les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs l'accueilleraient un peu mieux et auraient peut-être moins de réticence à après pousser leur boîte, se développer, embaucher. Faut quand même voir que c'est une vraie plus-value d'avoir autant de gens autour de soi, parce que nous c'est des gens qu'on embauche et qu'on paye, mais eux en échange nous apportent énormément sur notre progression personnelle, la façon de faire progresser la boîte, donc on s'apporte quand même mutuellement. Ouais, je pense que c'est un angle de vue, et c'est aussi le fait que, moi je suis assez convaincue que c'est parce que tu fais aussi, tu as créé, comme vous disiez tout à l'heure, les conditions qui sont propices à la créativité, des conditions qui te conviennent, un environnement de travail, et du coup, finalement, le fait aussi de résoudre des problèmes, c'est moins... je pense que en fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être dans un autre contexte qui te correspondrait moins, le fait de devoir écouter des problèmes, résoudre des problèmes, ce serait peut-être plus une charge, alors que quand on a créé des conditions qui nous conviennent et quand on est à sa place, on a cette énergie aussi pour aller... Tu dis, moi je suis complètement d'accord avec toi, résoudre des problèmes, c'est trop bien, parce que c'est un cadeau finalement, les problèmes, ça nous fait évoluer en tant que personne. Donc moi je suis complètement d'accord avec cette théorie, mais encore faut-il avoir l'énergie pour aller gérer tous les problèmes. Et je pense que pour l'avoir... Il y a des jours, je l'ai pas, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours, mais globalement c'est ça. Globalement tu l'as parce que derrière, ton projet, tu l'adores, et du coup, comme tu dis, tu as besoin de ces ressources aussi pour le faire continuer d'évoluer. Et du coup, ça... Voilà. Juste pour rebondir, c'est totalement ça, c'est-à-dire que tu parles d'énergie. Je sais que quand j'étais juriste, j'étais tout le temps fatiguée. Pourtant, je travaillais 35 heures par semaine. À l'heure actuelle, parfois, je ne dors pas pendant 48 heures pour faire des films, ou parfois, je me couche à 4 heures du matin parce que j'ai le cerveau qui machin et je me lève à 7 heures.
Mais en fait, je ne suis jamais fatiguée. Parce que je vis de ce que j'aime et je fais ce que j'aime et je crée. Donc je suis dans une dynamique où voilà, quand en fait on fait ce qu'on aime, on est beaucoup moins fatigué, je pense. C'est parfait comme réponse pour rebondir sur la dernière question. Exactement. Merci. Passe droite. Il y avait Alexandre Astier, alors c'est pas Nietzsche, c'est l'acteur de Kaamelott. Mais il est très bien aussi. On l'adore, il a un bon état d'esprit et il avait dit aujourd'hui, puisque je choisis en fait les entrepreneurs il est acteur quoi. Il a dit je ne déjeune plus avec des gens avec qui je ne travaille plus avec des gens avec qui je ne devrais pas déjeuner. Et je trouve que c'est un luxe exceptionnel, voilà, c'est de pouvoir choisir avec qui on veut travailler. Parce qu'on parlait d'énergie, en fait, il y a des choses qui drainent notre énergie, d'autres qui en redonnent, qu'on aime. Parfois, on n'a pas le choix, mais les personnes peuvent pomper beaucoup d'énergie quand on les aime pas et qu'elles ne sont pas alignées avec nos valeurs et qu'elles disent des choses qui nous semblent hallucinantes. Et je trouve que c'est... Et au contraire, quand elles sont alignées, elles peuvent apporter beaucoup de Et voilà. Donc elle est chouette cette citation. En plus, il y a une manière de la dire qui est très très drôle. Qui dit oui, bon, je dis pas que de temps en temps on me dit on va bosser avec ce mec et tout. Bon, finalement, c'est un connard. Et il est très drôle quand il le dit. Et c'est vrai que ça a beaucoup de sens cette remarque. Donc, dernière question. Transition. Dernière question. Selon nous, la créativité n'est pas illimitée. C'est une terre qui a besoin d'être arrosée pour être fertile. Comment est-ce que vous vous ressourcez au quotidien? Qu'est-ce que vous faites pour régénérer votre créativité? Moi, je vais au théâtre. Je m'inspire beaucoup je vais au théâtre, je vois des expos, j'écoute beaucoup de musique. Après, c'est pour ma créativité professionnelle, artistique. Donc, forcément, je m'inspire d'art. Mais je pense que voilà, c'est au travers du travail des autres que je m'inspire. Clément, Judith. Je voyage. Ouais. En fait, je voyage, mais pas forcément loin. Mais je voyage, je bouge dès que je peux. Mais même des fois, je travaille sur toute la France. Donc pour un dossier X ou Y, je suis amenée à me déplacer. Et en fait, c'est là où j'adore mon métier, c'est que le matin, je bosse, puis je suis bloquée, donc quitte à rentabiliser, donc je vais me balader. Donc quand j'ai la voiture, je fais le tour des patelins autour. Là, j'ai travaillé dans le Vaucluse l'été dernier et je me suis régalée, quoi, parce que je montais pour travailler sur le projet et puis au retour, je m'arrêtais dans un petit village, je découvrais des choses. Du coup, ça alimente ma créativité, ça me détend et c'est quelque chose qui est primordial et que j'ai découvert aussi dans ma thèse, c'est-à-dire il faut savoir se ménager des temps de pause. C'est pas parce qu'on est la tête dans le guidon qu'on va être mieux. Je vais juste vous raconter cette anecdote. Quand j'ai commencé ma thèse, on m'a dit, voilà, mon fonds d'archives, donc les archives de l'Hôtel-Dieu, elles sont aux archives départementales. Tu as 2 ans pour faire tes recherches parce qu'en fait, au bout de 2 ans, les archives vont déménager, elles vont fermer pendant 6 mois, 1 an, on ne sait pas trop. Donc pendant 2 ans, j'ai pas pris de pause. J'ai bossé non-stop sur ce projet, enfin sur mes recherches, à dépouiller, machin. Je me suis régalée, hein. Mais au bout d'un moment, je voyais que je buguais. Et puis, les choses se sont bien faites. À cette période-là, j'ai une amie qui me dit viens, cet été, on part aux États-Unis, on part 1 mois, on déconnecte, on va faire le tour de la côte Est. Et on est parti. Donc, on est parti aux États-Unis, j'ai complètement déconnecté. Mais alors, un truc de fou, hein. Je suis arrivée à l'aéroport, j'ai posé le pied, il n'y avait plus de thèse, il n'y avait plus rien, plus de stress lié à tous les enjeux, les articles à écrire, les conférences à préparer, tout ça, plus rien. J'ai coupé pendant 1 mois. Et quand je suis revenue, je m'étais mis de côté un sujet qui ne me plaisait pas trop, qui était les finances. Les finances de l'Hôtel-Dieu, c'est tout ce qui était l'économie, la gestion des revenus, les origines des revenus, des trucs qui sont un peu rébarbatifs quand on s'intéresse. Alors moi, mon point principal dans l'histoire, ce que j'aime, c'est l'humain, donc ça rejoint. C'est comment les gens vivaient avant, quelles étaient leurs façons de penser, quelles étaient leurs pratiques alimentaires, sociologiques, enfin, bref. Et donc les finances, c'était vraiment le truc qui me disait, voilà. Donc j'avais laissé ça pour mon retour. Et donc je reviens, et puis là je vois que mon cerveau a vraiment pris de l'air, et donc je travaille sur ce chapitre. Et à ma soutenance de thèse, on m'a dit que c'était le meilleur chapitre de ma thèse. Alors que c'était vraiment le truc où j'avais sorti les rames pour y aller, parce que vraiment j'avais pas envie. Et là je me suis dit, voilà. Et à partir de là où j'ai compris ça, du coup maintenant j'essaye, alors c'est pas vraiment facile parce qu'on a tous des enjeux de temps, des délais, des dossiers à rendre. Surtout, moi les projets sur lesquels je travaille sont très contraints. Pour déposer un permis de construire, s'il faut une étude historique, en l'occurrence, le promoteur va pas me dire t'as 1 an, quoi. Non, c'est le mois prochain. Quand je travaille sur un appel d'offres, il y a une date de rendu. Donc voilà, donc j'essaye d'aménager, et puis je dis non quand je me prévois des vacances et
et que j'ai bloqué, je dis non, à cette période-là, je suis en congé. Alors il m'est arrivé, ça serait mentir de dire le contraire, de les décaler, en l'occurrence mes dernières vacances de Noël, parce qu'il y avait un client qui avait une urgence et que le dossier était génial. Donc j'ai dit ok, mais au final, je me suis décalée en fait dans le temps, mais je me suis quand même arrêtée. Parce qu'un point qui est important quand on travaille à son compte, c'est de prendre du temps pour soi. C'est quelque chose que beaucoup de gens négligent et ce qui crée beaucoup de burn-out en fait dans le milieu des entrepreneurs. Et même pas que, chez les salariés aussi, il y a des gens qui prennent pas forcément tous les congés auxquels ils ont droit, mais des congés tout court des fois. Et vraiment se ménager du temps pour soi, pour réfléchir, ça alimente la créativité, ça repose le corps, ça repose l'esprit. Et puis on a besoin de souffler, on est humain, on n'est pas des machines. Merci Judith. Bon message. C'est bon. Comment tu vois ça? Et moi, pendant longtemps, ça a été, je dirais, à l'image de Judith, de pouvoir prendre du temps. Alors j'en prends encore pas mal, mais vraiment me ménager des moments. Et notamment, je remarquais qu'à chaque retour de vacances, par exemple, j'étais bien plus stimulé pour créer des nouveaux gâteaux, ce genre de choses. Mais j'avoue qu'après, en développant un peu la boîte, aujourd'hui, même en prenant des vacances, on est quand même assez vite rappelé au quotidien de décisions à prendre, de problèmes à gérer. Et en fait, dans la question, la créativité n'est pas illimitée. Je suis d'accord. Enfin, pour ma part, j'ai fait le constat dans certains domaines, particulièrement le nôtre dans la création de nouveaux produits, de nouveaux gâteaux, nouveaux produits, qu'elle n'est pas illimitée, elle se recharge, mais elle n'est même pas illimitée dans le temps. C'est-à-dire que je vois des confrères qui sont installés depuis longtemps et qui n'arrivent plus à créer, qui n'arrivent plus à évoluer. Et bien souvent, c'est des gens qui n'ont pas su s'entourer. Du coup, pour ma part, j'ai déjà fait le deuil de la créativité illimitée et de pouvoir être tout le temps dans la tendance, d'avoir tout le temps la bonne idée. En tout cas, j'ai fait le deuil pour ma part à moi et je me suis dit, ok, l'étape d'après, ça va être, alors quand je parle de créativité, c'est créer des gâteaux, mais c'est créer des nouvelles manières de travailler, c'est créer à divers niveaux de l'entreprise. On va s'entourer de gens qui d'abord vont nous aider par leurs idées, parfois stimuler notre créativité et nous faire rebondir. Et puis on va aussi s'entourer de gens qui vont... moi j'ai pas peur de dire aujourd'hui que là j'essaye avec quelqu'un quelqu'un va m'accompagner sur la création. Peut-être que dans 2 ans cette personne fera la création sans moi parce qu'elle est meilleure, parce qu'elle est plus pertinente à ce moment-là, que moi je suis passé à un autre stade et que je suis moins pertinent dans ce domaine. De toute façon ça reste mon entreprise. Tant que je l'incarne, tant qu'avec ma compagne on l'incarne, on est entre guillemets irremplaçable et à la fois il faut qu'on puisse être remplacé. C'est-à-dire qu'il faut que dans tous les domaines, on ait des gens plus performants pour nous mener plus loin, quoi. Je veux dire, sinon on va plafonner. Si on s'entoure que de gens qui sont soit comme nous, soit moins bons, ça va pas le faire. Donc en fait, j'ai un peu fait le deuil de me dire, ok, c'est toi qui vas créer tous les process, tous les gâteaux. Non, là maintenant, je suis plus passé dans le côté, on va chercher les bonnes personnes pour le faire. Et c'est pas grave parce qu'on incarne encore la boîte, puis peut-être qu'un jour on n'incarnera plus la boîte et ce sera le temps de la céder et de se dire on n'est plus les personnes on n'est plus les personnes idéales pour ce projet et on fera autre chose. Mais à la fois c'est pas grave puisque après je trouve que c'est bien aussi il y a des gens qui portent un projet toute une vie, c'est une magnifique aventure et peut-être ça m'arrivera, mais il y a aussi des gens qui portent plusieurs projets au cours d'une vie. Et ce sera peut-être mon cas aussi. Donc je ne suis pas fermé à ça. Super. Merci pour vos réponses. Est-ce que peut-être on peut passer aux questions de... Est-ce que vous voulez poser des questions à nos invités ou est-ce que vous voulez rebondir vous aussi? On a fait beaucoup de bons sur partager un peu votre expérience ou quelque chose qui... Ou est-ce que vous voulez passer à l'avion? ça stimule la créativité. Oui, ça fonctionne très bien. Je vous laisse, je sais que ça peut être un petit peu long aussi, donc on comprendrait tout à fait que vous ayez envie de vous lever aussi. Et voilà. Mais voilà, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, partager, soit une question, soit un ressenti, soit un retour d'expérience, soit... N'hésitez pas, l'idée c'est
c'est aussi que vous participiez à l'échange, donc allez-y. Oui, alors moi je voulais. Alors déjà merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Moi je travaille dans la communication, mais j'ai débuté mes études en communication visuelle, donc en graphisme, en designer, et c'est typiquement un métier créatif. Donc je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce que vous avez dit. Effectivement, le cerveau, il est là pour résoudre des problèmes. Et souvent, il a besoin de trouver les petites briques à droite à gauche, et c'est souvent quand on arrête de réfléchir que lui, tout seul, en fait, inconsciemment, va reformer le puzzle. Moi, je sais que c'était beaucoup dans mes rêves, en fait, sur des gros projets où j'avais vraiment besoin d'une créa hyper innovante. Et en fait, je rêvais mon projet final. Et ça arrivait comme ça, et le lendemain, alors que j'avais bossé pendant 2 semaines dessus. Et souvent, je trouve que la créativité, en fait, c'est lié à la curiosité. Il faut toujours être ouvert aux autres, observer, rencontrer, enfin, on se nourrit des autres. Et c'est là la beauté de l'être humain, qui est un être social. Donc il ne faut jamais se fermer à ça. Il ne faut pas non plus chercher la solution tout de suite. Voilà, il faut se laisser du temps pour que ça infuse. Et après aussi, ce que je trouve bien dans ce que vous avez dit, c'est que c'est ce côté-là d'être entrepreneur, de ne pas se mettre de limites, d'en fait oser. Le plus difficile, c'est le premier pas. Donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Et toi, tu es dans cette étape, parce que je crois que tu lances ton projet. projet. Moi je suis en train de créer ma société. Alors j'ai toujours été salariée, même si ça fait 13 ans que je suis dans la com. Mais en fait, j'ai eu un parcours de vie assez atypique, parce que j'ai fait plein de diplômes différents. Je m'intéresse à plein de trucs. Et souvent, je me disais, en fait, j'aime beaucoup de choses, mais du coup, je suis passionnée par rien. Et c'est quelque chose qui m'a enlevé beaucoup de confiance en moi, en fait. Et finalement, j'ai compris que c'était ma force. C'est-à-dire que je switch souvent d'un projet à l'autre, mais en fait, c'est comme ça que j'arrive à raccrocher les bouts. Et en fait, c'est ce qui fait ma force et ce qui fait que je suis créative. Ouais, en fait, c'est vrai. Et ouais, la curiosité, on peut imaginer qu'une passion, c'est quelque chose, c'est le théâtre ou la musique, ou en fait, non, être passionné, c'est aussi s'intéresser à plein de choses. Je trouve que c'est, s'intéresser aux gens, s'ouvrir, je trouve que c'est une passion aussi, finalement. Et souvent, la créativité, avant, la définition, c'était les artistes, que les artistes qui peuvent être créatifs. Alors que moi, je viens à la base d'une formation scientifique, et la recherche, typiquement, c'est que de l'innovation. On est toujours dans améliorer un processus, prendre du recul, voir comment on peut améliorer les choses, articuler les personnes, parce qu'il y a aussi ça, c'est que souvent, il faut trouver la bonne personne et la mettre au bon endroit. Clément, toi qui gères des salariés, il y a des personnes, eux, ils sont bons dans ça parce qu'ils aiment faire ça. Et c'est complètement idiot de les mettre sur une autre tâche alors qu'on sait que c'est là où ils vont exploiter tout leur potentiel. Et voilà, la créativité, c'est mouvant. Et merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Moi, je voulais juste vous dire ce que j'ai trouvé super chouette, c'est que dans ce qui vous ressource, vous puisez au même endroit que ce qui vous en demande de l'énergie, c'est-à-dire que votre métier, c'est aussi ce qui vous apporte. Donc il y a quand même quelque chose d'assez juste, je trouve. Parce que parfois, avoir le sentiment d'attendre les vacances absolument alors ce qui est aussi le cas, mais pour aller se ressourcer en dehors de son travail, alors que là c'est ça, c'est en fait je vais chercher au même endroit que je l'utilise ce dont j'ai besoin. Il faut être aussi conscient de la chance qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on crée quelque chose, c'est de faire ce qui nous plaît. En fait, et vous disiez, vous n'avez pas une passion, vous vous intéressez à plein de choses. Mais en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas monomaniaque. Moi, j'aime l'histoire, mais j'aime pas que l'histoire. J'aime aller à des expos, j'aime aller au ciné, j'aime sortir. Pour autant, quand je suis au ciné, je suis pas une experte en cinéma, mais j'aime bien. Et je dirais pas que c'est une passion, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Et on peut avoir plusieurs choses. Le terme de passionné, c'est peut-être assez excessif finalement. L'idée, c'est de trouver des éléments qui nous composent et qui font qu'on s'y intéresse. Et en fait, plus que la passion, c'est l'intérêt qu'on peut porter à plusieurs choses qui peuvent être totalement antinomiques des fois. Et en l'occurrence, voilà, ici, notre point commun, c'est que, et c'est le point commun de beaucoup d'entrepreneurs, parce que quand on entreprend, c'est qu'on croit, et quand on croit à ce qu'on fait, c'est parce qu'on a envie de le faire. Et ce qui nous anime, la comédie, enfin, du moins le jeu d'acteur, la pâtisserie, l'histoire, donc la recherche,
Et quelque part, voilà, c'est vraiment, on a la chance, et je pense qu'il faut en être conscient, de faire des choses qui nous plaisent et qui nous épanouissent. Et c'est ça aussi qui nous aide à nous accepter tel qu'on on est au quotidien. C'est un cercle, c'est un cercle en fait. Sûr. Alors, elle a dit, elle est passée par plusieurs étapes avant d'y arriver, Clément aussi, moi aussi. Quel que soit le chemin, l'idée c'est que, de toute manière, la route elle est sans fin, et tant mieux, parce qu'on s'ennuierait en fait. Oui. Et oui, il y a des portes qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir. C'est pas facile la vie d'entrepreneur, on a des galères. Alors là, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même au cœur de l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui est administratif. Moi qui suis anti-paperasse, je me retrouve à remplir des trucs de TVA, d'URSSAF, je suis historienne à la base, mais on apprend, on se diversifie, on fait pas que des trucs qui nous éclatent, mais quand même, moi je dirais que 95% de mon temps, je me régale. Donc c'est déjà le bon équilibre. Soyez vous-même, au mot de la fin. Merci à tous en tout cas. Merci à nos invités, merci beaucoup pour avoir partagé un peu de vous. Et merci à vous d'être venus nous écouter, c'est grâce à vous aussi que ce projet peut vivre. Et on voulait... Ah, cheers auditeurs, voilà. Et merci beaucoup à l'équipe Marseille, on n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, c'est Sophie et Isabelle qui gèrent le lieu, c'est un espace de coworking, mais ils ont une petite particularité, c'est qu'il y a un atelier à côté où vous pouvez créer justement pour les artisans, il y a une salle de peinture je crois, un endroit où vous pouvez aussi travailler le bois, donc si vous voulez nous dire un petit mot les filles, je ne sais pas par rapport à l'espace. Oui, non, mais je peux rebondir peut-être par rapport à la conférence, parce que j'entendais en effet, ce qui me touchait aussi, c'était peut-être cette distinction qu'a fait Judith en fait sur la créativité, l'innovation. Moi, de manière très personnelle, donc je rebondis juste, bien sûr, voilà, j'ai fait des études d'art, mais on se posait, d'art appliqué, on se posait cette question en fait de, on voyait les peintres à côté, nous c'était des arts appliqués, on se disait ah oui mais l'art, qu'est-ce que c'est, donc là on se pose la question la créativité, qu'est-ce que c'est l'innovation, bon, il y a une définition en effet, hein, mais, voilà, en tout cas toutes ces thématiques-là, je rebondis sur ce sujet on parle d'entrepreneuriat. Je m'arrête là, je vais parler de Made in Marseille. Made in Marseille, c'est un lieu qui est dédié à l'entrepreneuriat. La phrase leitmotiv, c'est innover grâce au faire ensemble, parce qu'on pense qu'on est plus fort ensemble, en effet. Donc, c'est des entrepreneurs qui viennent ici, une espèce de coworking, partie atelier, partie bureau, qui se nourrissent les uns les autres, qui sont chacun indépendants. Parfois, c'est des équipes, parfois, c'est des salariés. Puisqu'il y a aussi, à l'époque actuelle, aussi, des nouvelles façons de manager qui permettent aussi aux salariés de s'exprimer, en fait. En effet, il y a de façon beaucoup plus horizontale, transversale. Clément en parlait aussi, donc tout ça, voilà. Nous, on est un lieu qui est un peu dédié à ça. Mais de façon pratico-pratique, en effet, on a un espace de coworking avec des ateliers partagés, on accueille des artisans, des néo-artisans, des créateurs, des néo-créateurs, voilà. Donc après, peut-être quand vous êtes allé aux toilettes, vous avez vu les lieux, si vous avez des questions, on est là, on peut y répondre, on peut vous faire visiter tout ça. Et puis, oui, je propose que on continue la soirée parce qu'on est contractés. Ouais, voilà. C'est ça, l'idée c'est que comme on a envie de faire des événements qui restent en petit comité, donc voilà, n'hésitez pas à rester, à venir faire connaissance avec nous. Voilà, on est là, puis après si vous voulez poursuivre l'échange et poser vos questions pendant le verre, n'hésitez pas. Ah oui, alors juste, je vous demande quelques petites minutes d'attention supplémentaire. Donc jusqu'à présent, comme je vous disais au début, on organise des tables rondes et des conférences. Donc en ce moment, c'est surtout les tables rondes qu'on fait une fois par mois. La prochaine aura lieu le 20 février chez Babel République. Ouais. Voilà, donc ce sera un mardi également, le 3e mardi du mois de février.
Donc vous êtes les bienvenus. Et puis on se diversifie puisque on lance un nouveau format. Voilà, comme on parle beaucoup d'entrepreneuriat, nous on croit beaucoup à l'échange de compétences, notamment au troc. Donc on organise un atelier la semaine prochaine chez Focus, c'est un coworking au boulevard de la Corderie. Mentoring et troc de compétences. Voilà, donc si vous avez besoin, je ne sais pas en ce moment, peut-être vous êtes en train de créer votre projet ou entrepreneur ou pas, hein, peu importe votre activité, si vous avez besoin d'une compétence particulière pour soit lancer un projet à l'intérieur d'une entreprise ou pour votre entreprise à vous, et que peut-être vous pouvez faire bénéficier une autre personne d'une compétence. Je vois par exemple, alors moi je suis dans un incubateur avec Nina qui est ici présente et qui a proposé d'elle-même, et ça m'a pas mal inspirée, elle est designer et en fait au sein de notre incubateur, Nina a proposé d'aider les personnes qui entreprennent grâce à sa compétence. Et du coup, nous, c'est ce qu'on veut proposer avec nos ateliers, c'est que des personnes qui ont une compétence puissent la proposer et bénéficier d'autres compétences. Voilà. Quelqu'un qui va être fort en négociation, en technique de commercialisation, en comptabilité, qui va avoir besoin derrière de quelque chose de plus technique ou quoi, voilà, c'est ce qu'on propose dans nos ateliers. Donc le premier atelier aura lieu mercredi prochain à midi, c'est entre midi et 14h chez Focus. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations et pourquoi pas vous inscrire. Super. Et on vous propose donc un petit verre de l'amitié si ça vous tente, au bar qui est juste derrière. Et on vous affiche les réseaux sociaux de nos invités, si vous voulez découvrir leur activité, leur projet, en savoir un peu plus sur eux. Voilà, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Je me suis permise, voilà, oui, dis-moi. Je peux faire une petite page pub? Bien sûr. Ok, merci. Donc en bas vous avez mon Instagram. Le 1er février, donc c'est dans la semaine prochaine, enfin dans 10 jours à peu près, il y a mon film qui va sortir pour le Nikon Festival. C'est un film qui dure 140 secondes, donc 2 minutes 20. Et il faut que vous votiez pour moi. Voilà. Si vous votez. Super, et merci à tous. Merci. Merci.